Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Dans une demi-heure, vous allez pouvoir suivre en direct la conférence de presse de Gérard Larcher. Le président du Sénat présente ce matin les 50 propositions du Sénat pour un nouvel acte de décentralisation pour le plein exercice des libertés locales. On va tout analyser, tout décortiquer avec 3 spécialistes sur ce plateau. Géraldine Chavrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne est spécialisé dans la décentralisation et les collectivités locales. Également sur ce plateau, Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour, vous êtes politologue, maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Baptiste Forêt. Bonjour. Rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Et en duplex depuis la présidence du Sénat, où va se dérouler toute cette conférence de presse, notre journaliste Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre. Cette conférence de presse, ce rapport, ce sont les réponses du Sénat au président de la République, à Emmanuel Macron qui souhaite une nouvelle dynamique territoriale. C'est en tout cas ce qu'il a dit le 14 juin lors de l'une de ses allocutions. Effectivement, Tam, dans un discours où le président de la République tirait les leçons de la crise sanitaire et il avait reconnu que l'organisation de l'État était trop centralisée depuis Paris. On l'écoute. En plus, je l'ai marqué. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l'État dans les territoires ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Libérons la créativité et l'énergie du terrain. Emmanuel Macron veut donc ouvrir une nouvelle page de son quinquennat où il donne plus de pouvoir à ses acteurs de terrain, aux hôpitaux, aux entreprises, aux universités, également aux maires. Un nouvel acte de décentralisation, même si il n'a pas prononcé le mot de décentralisation pendant son discours. Et en réalité, le gouvernement travaille déjà sur une réforme territoriale annoncée à la fin de la crise des Gilets jaunes avec la fameuse loi 3D pour décentralisation, différenciation, déconcentration. Et les propositions qui vont être présentées ce matin par le président du Sénat, elles sont basées sur un travail mené depuis des mois par un groupe transpartisan ici au Sénat, notamment pour relayer l'affront des collectivités depuis 3 ans qui dénoncent une perte d'autonomie, de pouvoir face à l'État central parisien. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces explications. On vous retrouve tout au long de cette émission avec vos invités. Jean-Baptiste Forêt, Alexandre l'a rappelé, Emmanuel Macron le 14 juin a dit « Tout ne peut pas être décidé depuis Paris, libérons la créativité du terrain ». Mais il a dit aussi, il n'a pas pour autant parlé de décentralisation. Qu'est-ce que ça annonce pour vous dans l'esprit du président de la République ? Dans l'esprit du président de la République, on est quand même dans une phase de post-Covid-19, post-crise majeure. On ne sait pas ce qui va advenir, hélas, dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron reconnaît quand même de cette façon-là que l'État a failli quand même dans cette crise. On a vu quand même une organisation assez technocratique se mettre en mouvement extrêmement lentement. Je songe en particulier aux agences régionales de santé. On a eu aussi un train d'ordonnances interminable. On a eu un protocole sanitaire dans les écoles de 63 pages. Enfin, ça a été un peu la caricature de ce qu'il ne fallait pas faire quand même, cette gestion de crise. Benjamin Morel, vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-Baptiste Forêt? Ça a montré toutes les insuffisances de l'État et au contraire, peut-être l'intérêt des collectivités dans ce contexte? Alors, est-ce que ça a montré l'agilité des collectivités? Très certainement. Ou en tout cas, ça a montré notamment l'agilité des communes. Et ça a également montré parfois l'ankylosement de l'État déconcentré, avec en effet une perspective un peu trop concentrée de cet État-là. Donc, dans le discours d'Emmanuel Macron, si vous lisez un peu entre les lignes, il y a certes de la décentralisation, mais il y a également beaucoup, et c'était une intuition qui venait de loin, ça avait déjà été développé au moment des Gilets jaunes, l'idée de déconcentrer, notamment de redonner du pouvoir au préfet et de désagencifier l'État. Après, sur les collectivités territoriales, ce qui est intéressant quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron d'il y a quelques semaines, c'est qu'il cite les maires, il ne cite pas les départements, il ne cite pas les régions. Donc on voit très clairement que cet acte de décentralisation, s'il a lieu, il est loin d'être évident pour l'instant. Le président en off aujourd'hui se dit départementaliste. On voit qu'il tend à jouer les conseils départementaux contre les conseils régionaux. On a des rumeurs de report des élections départementales et régionales, des rumeurs de retour du conseil territorial. Donc ça du conseil territorial. Donc tout ça pour l'instant reste visiblement assez peu clair dans la tête du président de la République. Ce qui est certain,
eh bien, c'est qu'il y a une volonté de défaire un petit peu ce qui fait Territoires Unis, donc l'union des grandes associations d'élus locaux avec la présence de Gérard Larcher, justement pour tenter de jouer les niveaux de collectivité les uns contre les autres. Géraldine Chabrier, il faut dire que depuis le début de ce quinquennat, les relations de l'exécutif avec les collectivités, elles sont compliquées. Elles le sont en effet. Les relations avec l'État étaient compliquées avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Elles se sont tendues davantage avec la loi NOTRe. Il y a eu une politique de la chaise vide aussi bien au Conseil national des territoires où je me souviens lors du congrès des départements où les présidents de conseils départementaux ont quitté la salle lorsque la ministre a voulu faire son discours. Et puis on a quand même eu en cours de mandat un revirement d'attitude puisque les Gilets jaunes ont été un nouveau moment de tension. Et Emmanuel Macron s'est rendu compte, le président s'est rendu compte que finalement les maires avaient bien senti ce qui se produisait sur le territoire, avaient bien pris la mesure de la crise, étaient les plus proches, a commencé à les inviter, vous vous souvenez, à l'Élysée. Et depuis, on est quand même plutôt sur une phase de décontraction des relations. Et il faut se souvenir que ce dont on va parler dans un instant a été entamé bien avant l'épidémie. On était sur le projet de loi 3D. Cette nouvelle ère de la décentralisation qu'on veut créer n'est que la perpétuation de ce qui était fait avant, avec le risque néanmoins que la pandémie effectivement crée des tensions entre collectivités et que le président Macron s'engouffre dans cette possibilité. Oui. Jean-Baptiste Forêt, pourtant on se rappelle que dans un premier temps, l'exécutif avait mis en place la conférence nationale des territoires. Il avait dû vouloir œuvrer contre la fracturation territoriale. Oui, mais il y a quand même un hic depuis le début. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est quand même le premier président de la République depuis Georges Pompidou. Enfin, Georges Pompidou était conseiller municipal, mais avait très peu d'action locale. C'est le premier président de la République à ne pas avoir d'expérience territoriale. Donc, d'entrée, ça a suscité quand même un certain nombre de tirages avec les représentants des associations d'élus. C'est un phénomène qui était amplifié par la fin du cumul des mandats et qui, aujourd'hui, est encore renforcé par ce qui s'est passé au municipal. C'est-à-dire qu'on a des forces politiques locales très puissantes, le Parti socialiste et les Républicains d'un côté, et de l'autre des forces politiques nationales qui ont du mal à s'enraciner, en particulier la République en marche. Donc on ne réussit pas à faire dialoguer ces deux scènes-là, comme en Allemagne. En Allemagne, il y a des structures qui fonctionnent très bien de ce point de vue-là. Là, il y a toujours de la friture sur la ligne. La fameuse conférence nationale des territoires, elle ne s'est pas réunie depuis plus de 2 ans. Et à ma connaissance, il n'y a pas de Oui, alors que ça devait être semestriel, ça devait être un rendez-vous régulier, et puis ça a été complètement avorté. Non, ça n'accroche pas du tout. Vous êtes d'accord, Benjamin Morel, sur ce que révèlent aussi les élections municipales? Elles montrent cette fracturation du paysage politique? Oui, très clairement, vous avez une recomposition politique dont il va falloir voir si elle perdure, mais en tout cas qui existe au niveau national. Prenez les dernières enquêtes d'opinion pour ce qu'elles valent quelques années avant la présidentielle, mais en tout cas, vous voyez que vous avez quand même aujourd'hui 2 grands pôles. Un pôle, La République En Marche, qui tient dans les enquêtes au niveau national, et de l'autre, un pôle Rassemblement National, qui, à tort ou à raison pour l'instant, structure la bipolarité de la vie politique française. Au niveau local, on a vu qu'il n'en était rien. On retrouve une bipolarité droite-gauche et on retrouve un fonctionnement des appareils politiques qui est, ma foi, assez classique. Donc en effet, il y a de la friture sur la ligne et il y a une opposition qui n'est plus seulement une opposition entre formations politiques, mais qui est une opposition également horizontale entre les collectivités territoriales tenues par le Parti socialiste, la gauche plus largement, et les Républicains, et de l'autre, l'Assemblée nationale, les grandes structures nationales. Par ailleurs, du coup, ça crée des difficultés dans le dialogue, mais ça crée évidemment également des difficultés dans la conception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui n'a pas été élu local dans ce gouvernement. Si vous enlevez Jean-Yves Le Drian, dans une bien moindre mesure, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, mais qui n'a été que conseiller régional, vous voyez que les anciens élus locaux dans ce gouvernement sont peau de chagrin et donc du coup ne représentent pas réellement, j'enlève Jacqueline Gouraud également, et Sébastien Lecornu, mais bon là qui sont spécialisés dans la question. Sébastien Lecornu qui va peut-être arriver au Sénat. Mais vous n'avez pas justement ce souffle territorial, mais également les intérêts qu'il y a derrière et du coup la capacité de la base de faire pression sur le haut. Pourtant, vous l'avez dit, il y a par exemple Jacqueline Gouraud, ancienne sénatrice, qui a travaillé sur cette loi 3D à laquelle vous faisiez référence, décentralisation, différenciation, déconcentration. Ça devait être une des grandes lois de décentralisation de cette année. Quel était son état d'esprit, Géraldine Chabrier ?
Écoutez, il faut souligner que c'est une ministre qui est une femme de terrain d'abord, Oui. qui connaît très très bien les collectivités territoriales, qui a conservé de bonnes relations avec pas mal d'élus. Elle était dans une perspective, la dernière fois que j'ai pu en discuter avec elle, de collaboration. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'effectivement, le projet de loi 3D devait être rempli en collaboration avec les collectivités territoriales, avec les associations d'élus, avec les chambres. La différenciation était un thème qui lui remontait énormément, qui était remonté du terrain et qui l'intéressait particulièrement. Et je crois qu'elle était vraiment sur cet équilibre 3D, décentralisation, déconcentration et expérimentation, avec la difficulté qui est toujours la même, qui est qu'il y a beaucoup d'attentes des collectivités territoriales, mais parfois beaucoup de difficultés à formuler les besoins et les réponses législatives à ces questions, d'où ce travail collaboratif. Et je trouve que la raison pour laquelle nous sommes réunis ici n'est que l'aboutissement, en effet, de cette démarche collaborative de la ministre qui est membre d'un gouvernement collégial mais qui entend aussi très bien la base. Allez, on va rejoindre tout de suite Alexandre Poussard à la présidence du Sénat. Alexandre, vous êtes avec Thierry Dupont, journaliste à Contexte, et il a d'ailleurs dévoilé un certain nombre d'éléments qui concernent ces 50 propositions du Sénat. Effectivement, Thierry Dupont, avec votre site Contexte, vous avez dévoilé les pistes des propositions que Gérard Larcher va présenter ce matin. En général, il veut donner plus de pouvoir aux collectivités et plus de compétences. Il y a un dialogue entre le chef de l'État, Emmanuel Macron, et les collectivités locales, savoir est-ce qu'il faut décentraliser plus, est-ce qu'il faut leur donner plus de compétences. Dans ce dialogue, Gérard Larcher s'est invité à la fois à la demande des collectivités locales, puisqu'elles avaient commencé à travailler avec Gérard Larcher dès le mois de janvier sur le sujet de la loi 3D, pour essayer d'écrire ensemble une contribution à l'élaboration de la loi 3D. Et puis récemment, Emmanuel Macron, lui, a demandé au président du Sénat, mais également de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental, de l'aider, de lui faire part de leurs idées pour la relance, pour l'après-crise. Et Gérard Larcher, lui, a visiblement décidé de s'emparer du thème de la décentralisation et de faire porter sa réponse sur ce thème de la décentralisation. Alors il pourrait prendre du coup la balle au bond, oui, avec cette demande de contribution d'Emmanuel Macron. Est-ce que le président du Sénat va également modifier sa copie en tirant les leçons de la crise sanitaire, notamment sur le pouvoir des régions en matière de santé ? Alors oui, dans les propositions que nous avons pu consulter, on voit très bien qu'on tire les leçons de la crise, notamment sur l'organisation de l'État territorial, c'est-à-dire des services déconcentrés de l'État. On sent bien qu'il y a une volonté de renforcer le pouvoir des préfets de département. C'est un constat quasi unanime. Il faut redonner du pouvoir, il faut incarner le pouvoir de l'État par un homme, et cet homme, ça doit être le préfet, qui aurait, en temps de crise, par exemple, vocation à diriger tous les services de l'État. On sait que, par exemple, les ARS, les agences régionales de santé, échappaient au pouvoir des préfets. Les informations remontaient en silo, mais il n'y avait absolument pas localement de partage de l'information. Et puis renforcer également le couple préfet-maire, qui a très bien fonctionné, notamment durant le déconfinement. Très bien, donc le couple préfet-maire qui devrait sortir gagnant des leçons tirées de cette crise sanitaire. Merci beaucoup Alexandre pour cette interview. Alors voilà pour l'aperçu donné par Thierry Dupont de ces 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales. Le ton est donné. Quelles sont les grandes lignes que nous avons retenues, nous, de ce rapport? Audrey Vuittas vous en donne un avant-goût. Regardez. Les 50 propositions seront présentées par Gérard Larcher, mais tous les groupes politiques du Sénat ont participé à la réflexion. Une abstention bienveillante de la droite et du centre nous a permis de faire passer notre proposition de résolution. Tous veulent plus de liberté pour les collectivités locales. Parmi les grands thèmes, des sujets demandés depuis longtemps par plusieurs associations d'élus, des sujets qui ont même figuré dans des projets de loi comme l'inscription du droit à la différenciation locale dans la Constitution. En clair, adapter l'action publique, l'aménagement du territoire par exemple aux spécificités locales, en trouvant la juste mesure pour ne pas tomber dans le fédéralisme. Gérard Larcher l'évoquait déjà lors de ses vœux en janvier. La différenciation, dès lors qu'elle est définie et organisée, ne remet pas en cause le principe d'égalité. Au contraire, elle peut même constituer un moyen de garantir l'égalité, notamment l'égalité des chances qui aujourd'hui, on le sait bien, n'est pas vraiment assurée.
Autre thème, l'argent. Pour le Sénat, l'autonomie financière des collectivités doit être garantie. Un moratoire sur la réforme actuelle des finances locales pourrait être demandé. La Chambre haute pourrait aussi s'appuyer sur la gestion de crise du Covid-19 pour demander l'attribution de nouvelles compétences aux départements et aux régions. Les présidents de région pourraient ainsi prendre la tête des ARS. Avec ces propositions, les sénateurs disent vouloir restaurer l'unité nationale et réaffirmer le rôle des élus locaux. Comprendre, la reconstruction du pays, entreprise par Emmanuel Macron, ne se fera pas sans eux. Géraldine Chavrier, plus de liberté locale. Avec ce rapport, on se retrouve finalement face à certains credos du Sénat. On a déjà entendu ces paroles-là de la part du Sénat. Absolument, et il est très dans la continuité de ce qu'il a toujours dit. Il y a déjà plusieurs mois maintenant qu'il se prononce en faveur de la différenciation. Et quand on regarde ce qui s'est produit pendant les épidémies, on se rend compte à quel point c'est important. L'État a traité l'ensemble du territoire comme s'il était touché de façon équivalente sur chacune de ces parties du territoire. Si on avait déjà fait de la différenciation, on aurait déjà donné un petit peu plus de souplesse, y compris en termes de conséquences économiques. L'autonomie financière locale, c'est une préoccupation longue aussi du Sénat, qui est le représentant des collectivités territoriales, et la nécessité de faire avancer la révision constitutionnelle dans son volet décentralisation. Le Sénat a été évidemment moins favorable à d'autres mesures de la révision constitutionnelle et beaucoup plus sur toutes les questions d'autonomie financière, différenciation, expérimentation qui devaient être dans la Constitution. Et je regrette que les questions annexes ne nous aient pas permis d'avancer plus vite sur les questions de décentralisation. Une révision constitutionnelle qui se fait plus que jamais attendre. Benjamin Morel, votre réaction ? Oui, elle est assez improbable, la révision constitutionnelle à ce stade-là. Il ne faut pas oublier qu'à partir de septembre, on a 15 mois d'agenda parlementaire effectif avant le début de la campagne, et que la droite n'a pas réellement intérêt de faire cadeau à Emmanuel Macron d'un référendum ou d'un congrès quelques mois avant la présidentielle. Donc il y a des raisons politiques qui font que c'est compliqué. Il me semble y avoir 2 points consensuels. C'est d'un côté la déconcentration avec notamment le renforcement du couple maire-préfet, de l'autre un renforcement potentiel des conseils généraux et même des rumeurs de retour de la clause de compétence générale pour les départements. Ce sera en effet une façon de remettre le département au centre, et dès le grand débat en réalité, on voyait qu'Emmanuel Macron, dont ce n'était pas vraiment la culture politique, tournait un peu départementaliste. Oui. Donc là, il y a des points qui peuvent probablement conduire à une forme de consensus. Ensuite, la question de la différenciation, elle est polysémique en réellement. C'est devenu aujourd'hui un peu un mot valise. Quand vous écoutez Richard Ferrand, il semblerait que ce soit une addition de collectivités à statut particulier avec comme modèle l'Alsace et la Corse. Quand vous attendez Gérard Larcher, c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Il dit notamment refuser, il avait dit ça au moment du congrès des maires, qu'il y ait des exceptions et que la différenciation puisse être normative, puisse être dans les compétences, oui, mais pas dans une forme de France à la carte. Donc là, on voit qu'il y a très clairement des clivages très très forts. Il y a un deuxième point qui n'est pas forcément également consensuel, c'est la question de l'autonomie fiscale. Et là, très clairement, on voit qu'Emmanuel Macron n'a probablement pas intérêt, ou en tout cas pas envie de revenir sur la réforme de la taxe d'habitation. Pourtant, pour les collectivités territoriales, la liberté, c'est pas seulement de savoir quoi faire en termes de dépenses, c'est également d'avoir un levier, une forme de contrôle sur leurs recettes, et ça, pour l'instant, ça bloque. Oui, le principe qui décide paie, c'est un principe que l'on connaît bien, défendu par François Baroin et l'Association des maires de France. Et c'est la réponse, bien sûr, à la réforme de la taxe d'habitation qui a suscité la grogne des territoires. Oui, bien sûr, on voit les élus locaux aujourd'hui chercher à pousser leur avantage. On voit les associations d'élus réclamer une suspension de la réforme de la taxe d'habitation. On sait déjà que les fameux contrats de maîtrise de la dépense locale, contrats dits de Cahors, ont été gelés, mais on est quand même dans une situation financière, je ne vous fais pas un dessin assez complexe. L'État a déjà mis la main à la poche, à hauteur de 4,5 milliards. Philippe Laurent, qui est le numéro 3 de l'Association des maires de France, dit qu'il manque 20 milliards. Oui. Je ne suis pas certain que l'État ira jusque-là, mais ces discussions ont toujours à choper effectivement sur le nerf de la guerre, les finances locales. Oui, le nerf de la guerre, ce sont les finances locales et cette réforme de la taxe d'habitation qui a mis le feu aux poudres. La réforme de la taxe d'habitation a mis le feu aux poudres, mais il y a très longtemps que la mèche était allumée avec des situations qui sont un peu aberrantes en France en matière de financement. Vous savez
que lors du vote du budget de l'État, les collectivités territoriales ont les pires difficultés à avoir les informations dont elles ont besoin pour agir, puisque toutes les informations relatives au financement des collectivités territoriales, aux dépenses contraintes, etc., sont complètement éclatées. On a un principe d'autonomie financière qui est constitutionnel qui ne sert à rien. Donc il va falloir être très malin dans les mois qui viennent, parce que puisque vous avez entièrement raison, le temps n'est plus à la révision constitutionnelle, il faudra jouer avec les lois organiques, il faut modifier les lois organiques pour pouvoir redonner une capacité, une plus grande autonomie financière aux collectivités territoriales, et de la même façon la loi organique pour pouvoir avoir une expérimentation qui devienne une différenciation sans révision constitutionnelle. Oui, la révision constitutionnelle elle va être très compliquée, et pourtant, bien écoutez, le président du groupe LR au Sénat, il était l'invité de notre émission Audition publique lundi, et là encore, eh bien, il a dit qu'il allait la réclamer. Écoutez Bruno Retailleau. Et la démocratie, on doit la reconstruire par le haut et par le bas. Le bas, c'est parce que la notion de proximité, je dis souvent le lieu, c'est le lien. C'est parce que c'est dans la proximité qu'on tisse des liens les uns avec les autres, parce qu'on se connaît, si j'ose dire, de visage à visage, de regard à regard. Donc il y a cette question de la démocratie, c'est aussi dans la proximité qu'on établit plus d'efficacité, et on l'a vu, on a un État bureaucratique qui a montré ses insuffisances au moment de la gestion de la crise sanitaire. Donc je crois qu'on doit ouvrir, si j'ose dire, les choses, les perspectives pour les collectivités, donner plus de liberté, ne pas avoir peur des expérimentations, de la différenciation, déconcentrer l'État au niveau départemental. Il va falloir engager une vraie étape de la décentralisation. Mais vous savez, ça n'est pas que des lois, c'est une pratique, parce que toute l'histoire de la décentralisation en France, c'est une histoire où l'État, d'abord, accorde d'une main, et puis il reprend de l'autre main. Donc il faudra qu'on trouve des cliquets pour faire en sorte qu'on arrive, y compris dans la Constitution, à avoir... Vous demandez une modification constitutionnelle. Oui, absolument. Et on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard. Alexandre, vous êtes avec Jean-Marie Bockel, le président de la délégation aux collectivités et co-rapporteur de ce rapport. Effectivement, Jean-Marie Bockel, vous avez mené les travaux de ce groupe transpartisan au Sénat qui a contribué à la future loi de décentralisation. Comment se sont passés ces travaux? Il y a eu un consensus entre tous les groupes au Sénat? Un très bon état d'esprit, un consensus sur la méthode. C'est-à-dire que dans le document qui sera remis en même temps que la présentation de ce matin, vous verrez les contributions des différents groupes politiques avec leurs nuances, leurs sensibilités, mais une adhésion sur l'essentiel et un accord avec la méthode de travail, 5 mois de travail approfondi, et une implication personnelle du président Larcher à chaque étape de nos travaux, y compris pendant le confinement, et avec Philippe Bas, président de la commission des lois, et moi-même au titre de la délégation aux collectivités, une très bonne entente, bien sûr une complémentarité. Nos collègues, moi je peux parler pour la délégation, je dis souvent on a fait un travail fournisseur, c'est-à-dire qu'on a organisé chemin faisant, des tables rondes, des auditions au service de cette démarche commune du groupe de travail, d'écoute aussi du monde des élus, des associations. Donc franchement un très bon esprit, et très studieux, très constructif et très au fond des choses. Est-ce qu'il y a un consensus ici au Sénat sur le bilan d'Emmanuel Macron depuis 3 ans qui a plutôt quand même recentré le pouvoir à Paris et fait perdre un peu d'autonomie aux collectivités? Le constat est partagé de la situation actuelle. Je veux dire, l'actuel président, évidemment, est concerné, mais pas que lui, on a aussi eu avant des lois bavardes qui n'ont pas forcément clarifié le paysage. On a été confronté à des réductions des dotations au territoire. Ça, c'était avant. Ensuite, il y a eu, au début de l'actuel quinquennat, par exemple, la contractualisation à la manière de Cahors, qui était une grande rencontre qui devait renforcer l'esprit de contractualisation et qui a été, de ce point de vue-là, un échec, que le président lui-même a reconnu. Donc, effectivement, on est sur une toile de fond qui est aujourd'hui plus qu'en demi-teinte. Est-ce que vous pensez que le président Macron peut sortir de son costume de Jupiter et libérer les énergies, comme il dit, des acteurs de terrain et des territoires? Franchement, c'est une bonne question. Jusqu'à présent, c'est pas vraiment arrivé. Par-delà ce qui a pu être dit, mais au fond, on a tous l'espoir que là, nous serons enfin entendus, vraiment, car la démarche est constructive, mais de toute façon, ce que nous allons dire aujourd'hui, les 50 propositions avec Gérard Larcher, nous n'allons pas simplement attendre la réaction de l'exécutif. Nous allons, au niveau du Sénat, assurer un suivi de la démarche. Et vite, croyez-moi. Et les sénateurs vont être actifs et pas attentistes. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, d'avoir répondu à mes questions.
Voilà, merci beaucoup Alexandre. Donc on le voit, le Sénat plutôt offensif. Est-ce que c'est une parole unie du Sénat? Parce que c'est un groupe de travail transpartisan, Benjamin Morel, mais c'est tout de même la majorité sénatoriale de droite qui est maître d'œuvre. Mais si vous voulez, il faut faire un peu l'historique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron demande des rapports au président des chambres, alors qui vont être remis aujourd'hui pour Gérard Larcher, pour Richard Ferrand et pour le président du CESE, mais en même temps, ce sont des rapports qu'il demande au président. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie on va dire l'inspiration profonde du président qui tout d'un coup écrirait sur un morceau de table ce qu'il pense, ou est-ce que ça impliquerait qu'il consulte réellement la Chambre? Il aurait demandé de consulter. Donc, la lettre n'est pas vraiment très très claire, si vous voulez. Il y avait déjà un travail qui était engagé au Sénat, un travail de la majorité sénatoriale. Et la démarche de Gérard Larcher, c'était justement de s'appuyer sur ce travail largement en amont de la majorité sénatoriale en vue en effet de la loi 3D, en accord avec les associations d'élus qui elles-mêmes présenteront leur son de cloche la semaine prochaine, le 8. On aura une contribution de Territoires Unis de présenter des propositions sur la décentralisation. Mais évidemment, du coup, ce sont des propositions de la majorité sénatoriale, ouvertes, plutôt consensuelles, mais de la majorité sénatoriale. Il y a une résolution du Parti socialiste qui a été votée la semaine dernière, qui sera annexée à ces propositions-là. Mais on voit qu'au Sénat même, il y a plusieurs sons de cloche. Géraldine Chavrier, alors de travail transpartisan en même vrai. temps. Alors, il est évident que c'est une proposition de la majorité. Ceci étant dit, beaucoup de groupes parlementaires avaient commencé à travailler très en amont pour remplir le projet de loi 3D. Donc chacun avait réfléchi sur les évolutions souhaitables. Et quand on regarde ce qui a été fait avant et ce qui semble ressortir du projet du Sénat qu'on va découvrir tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de points de convergence. Pas sur toutes les questions. Je crois que le fait que le groupe socialiste ait sorti sa propre résolution, même si beaucoup de choses semblent converger aussi, montre qu'il y a une volonté d'identification personnelle. Mais de façon générale, je crois qu'au moins sur les 3/4 du contenu, il va y avoir un accord. Il y a peut-être plus d'accord aussi sur le constat que sur toutes les propositions, Jean-Baptiste Forêt. Oui, les libertés locales font quand même partie de l'ADN du Sénat. Moi, ce qui me frappe à la lecture des premières pistes de ce rapport, c'est que la question des fractures territoriales, qui a quand même été très présente à travers la crise des Gilets jaunes, est quand même réduite à peau de chagrin dans ce rapport. Et c'est une vraie question qui se pose en particulier pour la droite, pour Gérard Larcher. Alors Gérard Larcher, lui, il représente plutôt ce que les politologues appellent classiquement la France du seigle et de la châtaigne. Mais la droite aussi, c'est aussi la droite des métropoles, par exemple la droite de Jean-Luc Moudin, qui est président de France Urbaine, et qui dit très clairement il faut absolument que les Républicains aient un vrai corpus sur ces sujets-là, parce qu'on est en train de prendre l'eau de toutes parts. Enfin, il n'y a plus que 2 maires de droite, Macron compatibles en plus, ils ne sont pas 100% LR, Jean-Luc Moudin qui est à Toulouse, Christian Estrosi à Nice, et la réflexion sur ces sujets-là reste quand même très très limité au sein de l'opposition LR. Oui, vous êtes d'accord ? Pour comprendre un peu oui, tout à fait. Pour comprendre cette diversité également des propositions sénatoriales, il ne faut quand même pas oublier que dans quelques mois, il y a des sénatoriales. Et donc, pour tous les groupes politiques, il faut montrer qu'ils sont en pole position pour défendre les élus, en pole position notamment pour défendre les maires. Donc là, il y a un enjeu, si vous voulez. Après, sur le fond, on voit très clairement que ce que va pouvoir picorer Emmanuel Macron dans l'ensemble de ses propositions n'est pas tout à fait évident. C'est-à-dire que très clairement, on voit qu'Emmanuel Macron mène lui-même ses consultations. On parlait tout à l'heure de la contribution de Territoires Unis, mais il a reçu Dominique Bussereau, il a reçu Renaud Muselier, il a reçu François Baroin, mais également d'autres associations représentatives du bloc communal, justement pour avoir une diversité d'inspiration. Donc il n'est pas dit que les propositions du Sénat servent réellement de base de travail pour Emmanuel Macron. Après, il y a quelque chose dans lequel le Sénat ne semble pas vouloir s'aventurer et dans laquelle la plupart des associations d'élus ne semblent pas non plus vouloir s'aventurer, c'est le mécano territorial. C'est-à-dire que l'idée de redessiner, comme l'évoquait Édouard Philippe il y a quelques jours devant l'Assemblée nationale, le périmètre des collectivités, voire les différents niveaux de collectivité, n'apparaît pas tout à fait dans l'air du temps à ce niveau-là, alors qu'on sait que c'est peut-être une ambition d'Emmanuel Macron avec en visée les élections départementales et régionales. Oui,
Jean-Baptiste Forêt. Oui, le Sénat est quand même en position de force quand même dans ce débat-là, puisqu'il a l'appui des 3 principales associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France. Gérard Larcher, c'est un peu le 4e mousquetaire de la bande, aux côtés de Renaud Muselier, de François Baroin et de Dominique Bussereau. Donc il forme un bloc unique qui va quand même peser beaucoup face à Emmanuel Macron. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est quand même que ce bloc n'a pas fait de cadeau à Emmanuel Macron quand même depuis le début. Et effectivement, à quelques semaines des sénatoriales, on peut s'attendre quand même à un énième bras de fer. Oui, sans aucun bloc plus uni que jamais et face à Emmanuel Macron, qui lui est en position de faiblesse pour vous dans ce rapport-là ou pas ? Écoutez, finalement, la pandémie qui l'a mis en situation difficile lui redonne quand même un tout petit espoir. Oui. C'est qu'il est un peu en train de jouer les départements contre les régions. Il va jouer les collectivités les unes contre les autres. Mais il est évident que depuis plusieurs mois, on a quand même, avec Territoires Unis, c'est la première fois que je vois tous les niveaux de collectivités territoriales réfléchir ne serait-ce qu'à leur vocation chacune, leur vocation respective. Ils se sont interrogés sur qui devrait faire quoi, qui représente quoi, quelle est la nécessité pour les citoyens. Et j'attends beaucoup aussi la semaine prochaine le rapport Territoires Unis, parce que je ne sais pas dans quelle mesure, puisqu'on était en train d'expliquer ce bloc, y compris avec le Sénat, dans quelle mesure il va y avoir des différences et comment les choses ne vont pas être répétitives. C'est assez intéressant. Benjamin Morel, oui, ça peut être complémentaire, ces propositions de Territoires Unis par rapport à ce que propose le Sénat. C'est déjà un rapport quand même fourni, 50 propositions. Vous pensez que ça va être le même type de mélodie ? Probablement, quand on sait qu'en effet Gérard Larcher est le 4e mousquetaire de Territoires Unis, il est peu probable qu'il y ait des oppositions radicales entre les 2 rapports. La question même, c'est peut-être celle de l'utilité de ces 2 rapports. Alors il y a une légitimité de Territoires Unis qui est campée sur la représentativité de ces associations d'élus, qui est d'ailleurs, on l'a dit, contestée par Emmanuel Macron et par le gouvernement, cette représentativité, mais qui malgré tout pèse notamment pour les départements, les régions et une grande partie des communes. Et d'un autre côté, vous avez le Sénat qui est représentant des territoires. Donc on a de légitimité concurrente. On peut s'interroger sur l'idée et sur la logique de cette opposition. Dans les faits, ça va probablement aller dans le même sens et ça va en effet être une pression supplémentaire sur Emmanuel Macron, qui promet de la décentralisation, mais semble déjà avoir une idée assez précise de la décentralisation qu'il voudrait, et qui n'est probablement pas celle de Gérard Larcher, qui n'est probablement pas celle de Territoires Unis. Cela alors que l'on voit que Gérard Larcher, le président du Sénat, est bien arrivé pour cette conférence de presse qui devrait donc débuter d'un instant à l'autre, cette conférence de presse qui va porter, je vous le rappelle, sur les 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de décentralisation, une conférence de presse autour de ces 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales. Jean-Baptiste Forêt, on entendait aussi Bruno Retailleau qui parlait tout le temps de ces forces contradictoires entre l'État et les collectivités. Ça, c'est un leitmotiv aussi. Il y a toujours des forces contradictoires entre l'un et l'autre. Oui, c'est un grand classique, cette opposition entre le pouvoir central et le pouvoir local. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, d'une certaine façon, a face à lui les grands du royaume, en fait, qui sont entrés en fronde quand même depuis plusieurs années maintenant. Donc je ne suis pas certain, effectivement, qu'à moins de 2 ans l'élection présidentielle, tout le monde réussisse à accorder ces violons. J'ajoute quand même que ces 3 associations qui sont quand même majoritaires dans le pays, c'est-à-dire les Républicains, elles n'ont pas forcément intérêt non plus à se lancer dans un grand soir. On aura sans doute plus des petits matins qu'un grand soir à l'issue de ce nouvel acte de décentralisation. Est-ce que ces propositions peuvent répondre aux attentes des Français, pour vous, Géraldine Chavrier, en cette sortie de crise, en cette sortie de pandémie ? Oui, mais alors attention, c'est-à-dire que ça fait déjà beaucoup d'années que les Français sont en attente de clarification au niveau local et on a toujours parlé de la décentralisation en termes extrêmement techniques. Si on continue là à s'engager sur on va faire de la différenciation, on va faire de l'autonomie fiscale, on va rétablir la clause générale de compétences ou pas, ça va être aussi obscur que d'habitude. Ce qui peut néanmoins changer les choses, c'est, je crois qu'on va forcément repartir vers un renforcement de la commune au niveau local. La
commune a quand même été extrêmement bouleversée depuis 2010, avec un mouvement d'intercommunalisation du territoire très brutal. Et on s'est rendu compte bien avant la pandémie que c'était vraiment une très mauvaise idée, avec la crise des Gilets jaunes, que démocratiquement parlant, c'était une catastrophe. Je pense qu'il va y avoir des réponses aux citoyens en termes de proximité, mais il va falloir vraiment, pardon, moi qui ne le désire pas toujours, être politique. Il va vraiment falloir créer ce projet autour d'une idée démocratique, de partage des pouvoirs, de nouvelle citoyenneté, pour reprendre les termes qui existaient quand on parlait de la décentralisation en 1982. Il va falloir sortir de l'aspect technique et institutionnel. Et oui, c'est un sujet relativement technique, c'est un vrai challenge. Bah oui, c'est un vrai challenge, si vous voulez, qui ne touchera d'ailleurs peut-être pas que les collectivités territoriales. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron parle des hôpitaux, des universités, donc il va probablement y avoir un grand discours sur la liberté du terrain en réalité. Mais ça reste relativement peu vendeur. Quand on demande aux Français quelles sont les priorités pour la fin du quinquennat, les 15 derniers mois dont on parlait, c'est très clairement pas la décentralisation et c'est même pas les réformes institutionnelles, la proportionnelle législative, etc. On voit que ces préoccupations-là arrivent tout au fond. Arriver à rendre ça vendeur juste avant une présidentielle, c'est très compliqué. Oui, comment le rendre audible pour les Français, ce message compréhensible, alors que c'est vrai, c'est très important, cette proximité. Je ne suis pas persuadé que ça corresponde à une attente profonde des Français, en fait. Les Français sont quand même plutôt jacobins dans l'âme. Ils veulent un État, ils veulent des préfets. Enfin, si on s'en tient à ce qui s'est passé dimanche, on n'a pas senti quand même un énorme appel au pouvoir municipal. On a des maires qui sont élus par moins de 20% de leur corps électoral. Donc, de ce point de vue-là, ils sont quand même pas tellement en position de force. Merci Jean-Baptiste Fauré. On va tout de suite rejoindre cette conférence de presse de Gérard Larcher, le président du Sénat. Messieurs les rapporteurs qui sont ici présents et les représentants des groupes politiques et Françoise Gatel qui jouera le rôle de sage à la fois pour Mathieu Darnaud et elle-même, président de délégation. Dimanche dernier, pour la première fois, c'est la France de l'abstention qui a remporté les élections municipales. Ce constat doit nous interpeller car la crise sanitaire ne peut tout expliquer. Elle ne peut pas expliquer à elle seule une si faible participation. Pour moi, le mal est plus profond, le mal est plus ancien. Crise après crise, notre pays se fracture, la défiance s'installe. C'est en réalité la crise du manque de résultats que nous vivons. Je crois que nos compatriotes réclament moins de discours, moins de bureaucratie et plus de proximité. Je crois que, quelle que soit notre sensibilité, nous devons comprendre le message que la France nous a adressé au-delà même des enjeux municipaux. Oui, crise après crise, les Français constatent aussi le délitement de l'État, incapable de se recentrer sur ses missions régaliennes, un État qui veut s'occuper de tout, régler tout, mais un État au fond affaibli et qui multiplie les freins aux initiatives des collectivités territoriales et qui persiste à vouloir imposer des règles uniformes d'organisation qui, au fond, concrètement éloignent les décisions des citoyens. Seul un nouvel équilibre des pouvoirs entre l'État et les collectivités territoriales me semble permettre de restaurer la confiance et de donner un nouvel élan à notre pays. Près de 40 ans après les lois Defferre, près de 20 ans après l'organisation décentralisée de la République voulue par Jacques Chirac, la libre administration et l'autonomie des collectivités ne doivent plus être simplement des mots, mais traduire une réalité concrète. C'est le sens des 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales que nous vous présentons aujourd'hui avec Philippe Bas, rapporteur général et président de notre commission des lois, avec Jean-Marie Bockel, co-rapporteur, président de la délégation aux collectivités territoriales, au nom d'un groupe de travail qui rassemble
l'ensemble des sensibilités du Sénat. Souvenez-vous, j'avais annoncé à l'automne dernier, lors de la succession des congrès des associations d'élus, notre intention de contribuer à l'écriture d'un nouvel acte de décentralisation. D'ailleurs, au regard de l'engagement pris par le président de la République au printemps, à l'issue du grand débat national. Le lundi 13 janvier, dans cette salle même, lors des vœux de Territoires Unis, j'avais jeté les bases de ce qui pourrait être une nouvelle génération de la décentralisation. C'étaient les mots que je prononçais à cette occasion. J'avais alors annoncé la constitution d'un groupe de travail sénatorial afin d'écrire le projet qui vous est présenté et que j'ai fait remettre ce matin au président de la République. Nous avons mis en place ce groupe de travail concrètement le 26 février. Il est composé des présidents de tous les groupes politiques du Sénat et de sénateurs particulièrement investis sur ces questions au sein de notre Assemblée. Malgré la crise sanitaire, les travaux se sont poursuivis. Ils se sont de fait enrichis des leçons de l'expérience singulière que notre pays a traversée, notamment depuis le 17 mars dernier. Il s'est aussi enrichi de l'audition d'élus locaux, d'experts, d'un sondage confirmant la vision que les Français avaient des collectivités territoriales et du rôle qu'ils entendent qu'on leur confie. Avant que nos deux rapporteurs ne vous présentent la synthèse de ces 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales, je souhaite en donner l'esprit en quelques mots. Le temps de la gouvernance verticale, de la suradministration, de l'hypercentralisation me paraît révolu. S'il nous fallait une nouvelle preuve de l'inefficacité du système, la crise sanitaire que nous avons traversée nous l'a fournie. La réactivité des collectivités territoriales a suppléé aux défaillances d'un État qui souvent n'a pu répondre aux urgences du moment. Je crois vraiment que les Français et leurs élus réclament plus de souplesse, moins de normes, moins de contraintes et une politique adaptée à la réalité de chaque territoire. Le législateur doit pouvoir confier des compétences distinctes à des collectivités territoriales appartenant à une même catégorie. Seule une véritable décentralisation me paraît pouvoir répondre à cette aspiration. Seule une véritable décentralisation peut permettre de retrouver confiance, cette confiance indispensable au fonctionnement normal et apaisé d'une démocratie. C'est une confiance retrouvée qui retisse le lien entre les citoyens, et c'est la défiance qui conduit, et je reprends un titre célèbre de cette année, à l'archipélisation d'une nation. Archipélisation. Moi qui suis ilien de l'île de Bar, je devrais savoir ce que c'est qu'un archipel. Un État déconcentré, libéré de ses pesanteurs, de la multiplicité de ses centres de décision, connecté à la réalité des territoires et au quotidien de nos concitoyens, oui, un État déconcentré pourra répondre à cette volonté de rapprochement. L'organisation de l'État devra donc être profondément transformée parce qu'en France, la République ne va pas sans État et que le fédéralisme n'est pas dans nos traditions politiques. Nous voulons donner aux collectivités la pleine et entière responsabilité de compétences qu'elles nous paraissent pouvoir mieux exercer que l'État parce qu'elles sont en proximité, parce que leur exercice pourra être plus souple et plus réactif. Par exemple, confier de nouvelles compétences, l'emploi et la santé notamment, le champ médico-social, mais aussi des compétences pour mener la transition écologique. J'ai fait mienne la formule que me donnait le président de l'Association des maires du Nord l'été dernier.
l'écologie punitive venue d'en haut divise, l'écologie locale rassemble, mémoire aussi de ce qui s'était passé avec la crise des Gilets jaunes. Il faut faciliter l'expérimentation de politiques publiques qui soient adaptées aux spécificités locales et qui puissent être pérennisées par dérogation pour une partie seulement du territoire. La situation des collectivités d'outre-mer a fait l'objet d'un travail spécifique et approfondi qui donnera lieu d'ailleurs à une publication complémentaire du président de la délégation aux collectivités territoriales, car elles appellent naturellement à encore plus de différenciation. Les régions, les départements, les métropoles, les communes et leurs intercommunalités, ce sont au fond de formidables laboratoires d'expérimentation. C'est aussi à partir des initiatives locales que la relance pourra se construire, que la transition écologique pourra trouver toute sa dimension, qu'elle pourra être comprise et partagée par les citoyens. Sachons utiliser ces ressources. La France des territoires n'est pas simplement une réalité géographique. Telles sont ces 50 propositions, elles-mêmes reflets de la diversité des opinions, de l'esprit de pragmatisme qui caractérise notre Assemblée. Nos deux rapporteurs déposeront dans les prochaines semaines les propositions de loi constitutionnelles, organiques et ordinaires qui déclineront ces pistes de travail. Ce n'est pas tant l'organisation en elle-même des collectivités telle qu'elle est aujourd'hui qui est remise en cause, mais les conditions d'exercice des pouvoirs locaux. Conditions d'exercice des pouvoirs locaux qu'il faut transformer en donnant aux collectivités territoriales une liberté qui est nouvelle, celle de choisir leurs modalités d'action et de coopération. Les élections locales doivent redevenir l'occasion pour les citoyens d'exprimer une adhésion à un projet partagé avec des élus proches du terrain, assumant des politiques de proximité, qui auront retrouvé une capacité à décider en toute responsabilité, car le mot responsabilité est un mot aussi pour nous important. La démocratie locale est une chance pour sortir notre pays de la crise qu'il traverse. Crise sanitaire, crise économique et sociale, et nous savons tous que les semaines qui sont devant nous vont être particulièrement difficiles, mais aussi crise morale, et aussi crise de la représentation que nous avions pressentie au travers des fractures territoriales entre villes petites et moyennes, ruralité et métropole. Le renforcement des libertés locales n'a d'autre fin que de bénéficier à nos concitoyens plus de liberté de créer, d'expérimenter, d'entreprendre. La démocratie territoriale et les libertés locales sont indissociables d'une république une et indivisible. Dans un pays fracturé et divisé, nous voulons faire le pari de la liberté et de la confiance. J'ai été un peu long, pardonnez-moi, messieurs les rapporteurs. Je voudrais remercier tous les membres du groupe de travail qui, j'allais dire, sont beaucoup engagés, mais vous aurez l'occasion de le dire, mais c'est assez rare que ce soit le président du Sénat qui préside lui-même un groupe de travail. Je l'ai fait au travers de 40 propositions pour la révision constitutionnelle, je vous le rappelle, au printemps, en février 2018. C'est la seconde fois que je le fais. C'est aussi une signification importante. C'est dans le rôle même constitutionnel de notre Assemblée. Monsieur le Président, à vous. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers collègues, Mesdames et Messieurs, 50 propositions, c'est un bon chiffre. C'est le numéro du département de la Manche, Monsieur le Président. Je pense que vous l'avez fait exprès. Mais au-delà de cette remarque, je veux dire que notre travail a été inspiré par la volonté de prendre en compte tous les territoires dans leur spécificité, que ce soit ceux de la France urbaine ou de la France rurale, ceux de la métropole ou de l'outre-mer, et quelles que soient les catégories de collectivités qui
forment le bloc des collectivités territoriales de notre pays. Comme le président l'a souligné, à la source de notre travail, il y a la volonté d'affirmer notre attachement aussi à l'unité nationale et à l'État. Ce sont les instruments de l'égalité, ce sont les instruments de la cohésion, mais ce sont aussi les instruments de la puissance face au reste du monde. C'est donc pour nous une exigence fondamentale, au moment de parler des libertés locales et de la décentralisation, que de rappeler cet attachement face à toutes les forces de division qui sont à l'œuvre dans notre société. Mais justement, nous pensons que l'unité est plus forte dans la liberté et dans la confiance, je reprends le mot du président. Elle est plus forte dans le dialogue et la pratique de la délégation que dans une centralisation qui agit traditionnellement dans notre pays comme un étouffoir des initiatives par l'asphyxie des libertés locales. Le défi pour notre pays, c'est donc de trouver une ligne de crête entre centralisme et fédéralisme. Et cette ligne de crête, au fond, elle est déjà inscrite dans notre Constitution. C'est l'organisation décentralisée de la République. Il faut aller au bout de l'organisation décentralisée de la République. Il faut franchir un point de non-retour. Il faut bien sûr éviter de nouveaux coups de boutoir dans l'organisation de nos collectivités territoriales, éviter le Big Bang, éviter l'instabilité et la déstabilisation. Mais il faut en même temps savoir être ambitieux pour donner un nouvel élan à notre pays. Vaste ambition, mais ambition nécessaire. En France, l'administration centrale n'a de cesse de récupérer les pouvoirs que la loi donne aux collectivités territoriales. L'administration centrale récupère les pouvoirs par l'argent et par la norme. L'autonomie financière des collectivités territoriales tend à devenir un vain mot, tandis que les compétences attribuées par le législateur aux collectivités sont reprises par l'État d'une autre main par la multiplication des normes qui encadrent, par décret mais aussi par simple circulaire, l'exercice de ces compétences. Dans notre pays, ce n'est pas la décentralisation, ce ne sont pas les libertés locales qui nous sont naturelles, c'est le centralisme qui est naturel. C'est pourquoi si on laisse les choses aller sur leur aire, on est absolument certain que cette tendance qui est un héritage de l'histoire va se poursuivre. Pour la décentralisation, nous avons besoin d'une forte volonté politique qui s'exerce dans la durée. Et donc, notre ambition, le défi qui est à relever aujourd'hui, c'est un défi majeur. C'est de pouvoir donner un coup d'arrêt, que j'espère historique, à la centralisation. C'est toute l'inspiration de notre travail, sous l'impulsion que nous a donnée le président du Sénat, qui a conduit ces travaux sur 6 mois. Mais ces travaux ne sont pas les premiers travaux du Sénat sur ces matières. Ils font suite à un travail que rappellera Jean-Marie Bockel de la délégation aux collectivités territoriales, mais aussi aux travaux menés au sein de la commission des lois, notamment par Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, sur les questions de décentralisation. Qu'est-ce qui a été le plus important pour nous? Je ne vais pas vous résumer 50 propositions. Vous en prendrez connaissance, nous pourrons en discuter ensuite. C'est d'abord d'empêcher
à l'avenir que l'État, comme il l'a fait dans le passé, récupère les pouvoirs qu'il décentralise. Notre deuxième objectif, c'est de protéger la commune. Il ne faut pas que la commune devienne une coquille vide. Il faut que les maires puissent continuer à assumer devant leurs concitoyens des responsabilités consistantes. La troisième chose, c'est de garantir l'indépendance financière des collectivités. La quatrième, c'est de permettre à chaque catégorie de collectivités, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, d'avoir des compétences à géométrie variable autour d'un tronc commun. Plus de souplesse, plus de liberté, sans jamais opposer France rurale et France urbaine. Enfin, il faut penser à l'État. L'État n'est plus capable de s'engager auprès des collectivités. Tout remonte aux préfets de région, aux agences qui sont organisées par l'État au plan régional. Tout remonte aussi aux administrations centrales. Il n'y a pas de décentralisation possible si on ne donne pas au préfet du département le pouvoir de décider, souvent à la place qu'occupe aujourd'hui le préfet de région. Tout s'est passé en 2 temps. D'abord, on a réuni les fonctionnaires au plan régional, ensuite on a fait les grandes régions, si bien que les pouvoirs de décision de l'État sont très éloignés des collectivités qui ont besoin d'un interlocuteur étatique capable de s'engager. Alors, à partir de ces finalités, nous avons fait 50 propositions. Les 4 principales, pour moi, c'est ma sensibilité, c'est de dire dans la Constitution qui décide paie, qu'à chaque fois qu'une norme nouvelle va devoir être appliquée par une collectivité, la Constitution impose au gouvernement de prévoir, de déléguer à cette collectivité les moyens nécessaires. Le deuxième, c'est de décréter un moratoire sur la réforme des finances locales. On ne peut pas remplacer des bases stables, même imparfaites, par des ressources sensibles à la conjoncture. On ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. On ne peut pas remplacer la taxe d'habitation par un impôt qui profite actuellement aux départements et remplacer cet impôt départemental par une fraction de TVA dont le produit s'écroule en cas de crise économique, ce que nous voyons à l'instant. Il faut revoir la copie. Donc ce moratoire est aussi une proposition, à mes yeux, très importante. La troisième proposition, à mon avis, essentielle, c'est d'arrêter de dépouiller les communes, aussi bien au plan intercommunal qu'en encadrant les pouvoirs des communes par l'État. Et donc, il faut que la commune ne devienne jamais une collectivité spécialisée. Il faut que le conseil municipal puisse traiter de tous les besoins de la population de la commune. Il faut donc que la clause générale de compétence de la commune soit inscrite dans la Constitution pour qu'aucun législateur de demain ne puisse la remettre en cause. Enfin, il me paraît essentiel de donner aux collectivités les moyens de régler les problèmes auxquels l'État ne parvient pas à apporter de solutions. Qu'il s'agisse de l'emploi et de la formation au niveau régional, mais aussi de l'organisation de l'offre de soins, qu'il s'agisse pour les départements de créer un bloc de compétences sociales, alors que les compétences sociales sont dispersées, d'un côté l'Agence régionale de santé, de l'autre les caisses d'allocation familiale, et c'est aussi de permettre évidemment à la commune de pouvoir réagir à toute situation. On a vu à quel point, le président le rappelait à l'instant, dans la crise que nous venons de traverser, et qui subsiste encore, la crise sanitaire du Covid-19, les collectivités, et d'abord les communes, ont répondu présent. Il nous appartiendra maintenant, Monsieur le Président, de traduire ces propositions. Certaines relèvent de la Constitution, d'autres relèveront de la loi organique, et les plus importantes relèveront de la loi ordinaire. C'est un travail auquel nous nous attelons à partir d'aujourd'hui, avec l'intention de rendre publiques des propositions de loi au cours de ce mois de juillet.
pour pouvoir les mettre à la disposition, bien sûr, non seulement des associations d'élus, mais aussi du président de la République et du gouvernement. C'est un travail en commun que nous souhaitons engager. Nous y sommes prêts. Nous avons pris une certaine avance et nous entendons la garder. Merci. Jean-Marie Bockel, président de la délégation aux collectivités territoriales, co-rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion d'un travail au long cours. Le président du Sénat l'a rappelé tout à l'heure, et je veux à mon tour saluer la qualité de la méthode suivie, avec un véritable partenariat de confiance avec Philippe Bas et aussi entre nos équipes de la Commission des lois et de la délégation aux collectivités territoriales, soutenue par une implication personnelle constante du président Larcher avec l'ensemble des groupes ici représentés, et en soutien, bien sûr, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, qui ont la double appartenance entre la Commission des lois et la délégation, et surtout qui ont fait un travail sur engagement et proximité qui nous a bien aidés. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui vous présenter des propositions, ça a déjà été dit, avec, et je crois que vous le sentez bien, avec un véritable contenu, alors que le gouvernement en est encore aux effets d'annonce avec son projet de loi 3D. Au moment d'entamer nos travaux, en février dernier, il m'a paru, en ce qui me concerne, essentiel de prendre un peu de recul pour examiner ce que nous attendions à l'époque de la décentralisation de 1981, que j'ai votée, et qui avait suscité un réel espoir. Car au fond, c'est toujours sur cette lancée que nous nous trouvons. Dans son fameux discours à l'Assemblée nationale, le 27 juillet 1981, j'y étais, Gaston Defferre lançait 4 idées forces sur les objectifs de la réforme. Premièrement, il s'agissait de libérer élus et entreprises, je cite, d'un dirigisme étouffant et de fonctionnaires et ministres lointains, je cite toujours, qui connaissent mal leurs problèmes. On est dans le contexte de l'époque, mais enfin, c'était des propos forts. Deuxième idée, je cite, c'est renforcer la démocratie que de permettre aux élus de décider sur place des solutions à apporter aux problèmes qu'ils connaissent mieux que quiconque. Au cœur de la nouvelle action publique devait donc déjà à l'époque se trouver la proximité. Troisième idée, il s'agissait de répondre aux besoins de participation et de concertation des citoyens, avec, je cite, un premier pas vers une nouvelle citoyenneté. Enfin, le ministre de l'Intérieur de l'époque affirmait, je cite, c'est renforcer l'État que de l'alléger d'une partie des tâches dont il s'est encombré progressivement et qu'il n'arrive pas à accomplir de manière satisfaisante. C'était il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Force est de reconnaître que nous sommes loin du compte sur ces 4 objectifs. Paradoxe, les textes s'accumulent pour décentraliser davantage, jusqu'à une ambitieuse révision constitutionnelle en 2003, qui a cependant produit peu d'effets, comme le rappelait régulièrement Philippe Bas lors de nos travaux. Et pourtant, la recentralisation avance. Second paradoxe, cette recentralisation, bien loin de renforcer l'État, le fragilise en le sommant de tout faire et donc de tout mal faire. La vérité est que l'État ne permet pas l'épanouissement du mouvement décentralisateur. Il s'est immiscé dans la gestion des compétences territoriales par une succession de lois bavardes et désordonnées. Le Parlement et les majorités successives y ont certainement eu aussi un peu leur part. Balayons devant nos portes aussi. Par l'exercice de son pouvoir réglementaire, normatif, par l'intervention de ses administrations, par ses choix budgétaires, par ses contraintes sur les ressources propres des collectivités et par une contractualisation dite de Cahors, très déséquilibrée au détriment des territoires. D'ailleurs, aujourd'hui, Cahors, de l'avis du tous, y compris de l'exécutif, c'est un peu le contre-exemple de ce qu'il ne faut plus faire si on veut sauver l'esprit de contractualisation, ce qui apparaît d'ailleurs aussi dans nos propositions. Alors, lorsque le président Larcher a souhaité que nous réfléchissions à l'avenir de la décentralisation, nous avons voulu ensemble faire œuvre non pas conjoncturelle, avec un texte de plus, un rapport de plus, mais bien structurelle, et avec l'idée, ça a été dit à l'instant, de décliner très vite la démarche, à l'exécutif d'en prendre son miel, mais à nous aussi de veiller, dès à présent,
à ce que concrètement ces 50 propositions apparaissent dans les textes qui ont été évoqués à l'instant. C'est important, c'est aussi un élément de la volonté forte qui incarne notre démarche et de sa crédibilité. Parmi nos 50 propositions, vous en trouverez donc, au-delà de leur rédaction équilibrée, mesurée, qui cachent de petites révolutions et devraient nous permettre de stopper l'insidieuse dynamique centralisatrice. Notre délégation, la délégation aux collectivités territoriales, y a particulièrement travaillé parce que sa vocation, voulue et réaffirmée régulièrement par le président du Sénat, est de protéger les collectivités territoriales, de porter leur voix au cœur des institutions de la République. C'est en écoutant les élus, leurs associations, que nous avons proposé ces avancées. Les annexes du document, d'ailleurs, sont intéressantes parce qu'elles relatent le détail du travail à la fois du Sénat depuis longtemps, comme Philippe le rappelait, mais également tout le travail que nous avons fait en parallèle. Je disais souvent pour la délégation le travail fournisseur, qui, chemin faisant, et je le dis devant plusieurs collègues ici présents de toute sensibilité, nous a permis de nourrir cette démarche. Et pour finir, je vais simplement donner quelques exemples concrets qui, en complément de ce qui vient d'être dit par Philippe, nous paraissent importants, qui apparaissent d'ailleurs essentiellement dans la 4e partie du rapport. Nous proposons ainsi, proposition 32, une évaluation a posteriori, à 3 ou 5 ans, de l'impact réel sur les collectivités territoriales des textes adoptés, avec comme aiguillon, parce que nous savons que notre pays manque de culture de l'évaluation, le fait que les textes concernés deviendraient caducs en l'absence de cette évaluation. On est un peu dans la rubrique « on se connaît bien », Gnotis et Auton, connais-toi toi-même. Nous connaissons un peu les faiblesses françaises, presque culturelles, à côté de nos grandes forces. Eh bien, donc, donnons-nous les moyens de vérifier, donnons-nous les moyens d'évaluer. Le diable est parfois dans les détails, et ce n'est pas des détails. Plus audacieux encore, proposition 46, nous avons souhaité créer une nouvelle catégorie de résolutions, les résolutions territoriales, qui seront une mise en écho des préoccupations des territoires au sein des institutions nationales. De même, proposition 48, et c'est mon dernier exemple, nous avons prévu d'instituer un mécanisme de contrôle de la suppression des chevauchements de compétences. On dit qu'on va le faire, la clarté, la clarification, mais après, il n'y a plus qu'à faire. Et là, il faut être attentif, il faut contrôler la mise en œuvre et donc de la suppression de ces chevauchements de compétences entre l'État et les collectivités. Et notre délégation, la délégation aux collectivités, se verra confier ce travail. Le mérite de cette proposition est d'être simple à mettre en œuvre, puisqu'il suffit de l'intégrer dans notre règlement. Voilà, je suis heureux, moi aussi, que nous soyons parvenus à un résultat à la fois équilibré et audacieux. Équilibré parce que nos propositions ne vont pas à l'encontre de la solidarité entre les territoires, pas plus qu'elles ne fragilisent l'unité nationale. Au contraire, nous souhaitons des collectivités territoriales fortes et responsables, au cœur de l'action de proximité, mais épaulées par un État conscient de ses missions propres. Et on a vu dans la récente crise qu'il a ses missions propres, c'est important, conscient, disais-je, de ses missions propres et capable de mobiliser les moyens nécessaires pour les exercer efficacement. Audacieux, parce que si ces propositions sont mises en œuvre, nul doute que nous aurons sorti la décentralisation de l'ornière. Merci. Merci à Jean-Marie Bockel. Donc maintenant, à vous d'interroger notamment les rapporteurs sur l'ensemble des sujets. Ce travail qui a rassemblé notamment autour des présidents de groupe les collègues parmi les plus investis ont donné lieu à des contributions qui ont été annexées à ce rapport et qui montrent aussi la diversité d'un certain nombre d'approches. La semaine dernière, il y a eu par exemple une proposition de résolution socialiste qui a fait l'objet d'un débat ici même au Sénat et que vous retrouverez en annexe avec d'autres propositions, d'autres réflexions portant sur le statut de l'élu, sur lequel il y a aussi des réflexions qui sont prises en compte. Alors, qui commence ? Qui souhaite poser des questions à nos rapporteurs ? On commence par vous et on va vous tendre le micro là. Voilà. Vous vous présentez et on essaye de vous apporter les réponses.
Bonjour, je suis Quentin Calmet, je travaille pour Public Sénat. J'avais une question pour vous, Monsieur Larcher. Au début du mois de juin, le président de la République vous a proposé de faire vos propositions sur les priorités essentielles pour la suite du quinquennat. Est-ce qu'au-delà de ce que vous avez pu lui proposer dans vos 50 mesures ici, vous pouvez nous dire ce qu'il y aura ou ce qu'il y a dans ces propositions que vous allez transmettre à Emmanuel Macron, et comment est-ce que vous avez perçu cette main tendue vers une concorde? Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, Gérard Larcher? Tout d'abord, c'est hier après-midi que le président de la République a convié les deux autres présidents de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, et moi-même, à venir échanger avec lui sur la base de la demande qu'il avait faite le 3 juin dernier, sur lequel je lui avais répondu que, bien sûr, il y avait un certain nombre de propositions. Beaucoup lui ont été transmises à l'occasion d'un déjeuner que nous avions souhaité, les présidents de groupe et moi-même, avec le président de la République. Donc ce travail de suggestion, la semaine passée, a été fait par l'ensemble des présidents de groupe. Cet après-midi, je présenterai les deux sujets sur lesquels il y a contribution collective et non pas individuelle. Parce que moi, je préside une assemblée collective, collégiale, de 348 sénateurs, avec une diversité politique. Et deux sujets nous sont parus importants, traités de manière différente. Un sujet que nous avions entamé bien avant cette demande, le sujet qui fait l'objet du plein exercice des collectivités locales, et le sujet de la réorganisation de notre système de santé, qui fait l'objet d'une note du président Milon qui m'est adressée, et une note dans laquelle il annexe l'ensemble des rapports faits par des collègues de sensibilités différentes sur les sujets de santé et d'autonomie depuis maintenant 6 années. Et c'est autour de ça que ce rapport tiendra. Voilà les choses telles qu'elles sont. De toute façon, ici au Sénat, comme l'a rappelé le président Bas, seront déposées les propositions de loi constitutionnelles, organiques et propositions de loi ordinaires pour décliner, comme nous l'avions fait en 2018, en juin, pour sortir un peu d'éléments bloquants issus de la loi NOTRe et qui ont nourri engagement et proximité. Je pense que l'Union nationale, puisque vous utilisiez, le Sénat l'a démontré, dans les périodes de crise, au travers notamment de projets de loi d'urgence. Le rapporteur est à mon bâbord, à cet instant, auprès des projets de loi de finances rectificatives, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas débat, discussion. Nous sommes dans une logique d'enrichissement des textes, voire de manifestation d'un certain nombre de désaccords, ce qui a été le cas sur le dernier texte d'urgence, car ici, vous savez combien nous sommes attachés aux libertés. Oui ? Bonjour, Thierry Dupont pour Contexte. J'avais 2 questions. La première, c'était est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les textes qui vont être présentés en priorité? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez présenter comme proposition de loi? Monsieur le Président Bas, parce que le laboratoire est là. Et je pose tout de suite ma deuxième question, qui est un peu plus générale. Le président de la République, lorsqu'il a reçu les citoyens, les membres de la Convention citoyenne pour le climat, a parlé peut-être d'inscrire dans la Constitution des choses liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans vos propositions, vous parlez d'inscrire dans la Constitution des choses liées aux collectivités locales. Est-ce qu'il y a un deal en préparation? C'est aussi pour le même. Nos propositions, monsieur, forment un tout. Ce n'est pas une liste de courses dans laquelle on pourrait picorer. Le but, c'est effectivement de franchir un palier et un point de non-retour. Donc, nous n'allons pas égrener dans le temps les propositions. Nous allons toutes les préparer pour les sortir au cours du mois de juillet. Et ensuite, elles seront sur la table.
prête à être délibérée par le Parlement. Les dispositions constitutionnelles, j'en ai mentionné quelques-unes, faire en sorte que soit inscrit dans la Constitution le principe selon lequel qui décide paie, la clause générale de compétence des communes, le droit à la différenciation. Pour l'outre-mer, réunir les articles 73 et 74 de la Constitution pour que les collectivités qui le souhaiteraient puissent acquérir de nouvelles compétences. Mettre aussi la possibilité que, par principe, quand la loi régit des compétences locales, ça n'est pas au décret de déterminer les modalités d'application de la loi, mais au pouvoir réglementaire local. Ceci relève de la Constitution. De même que relève de la Constitution la notion de ressources propres des collectivités territoriales. Et donc, il y a là un certain nombre de garanties, justement dans cette idée de franchir un point de non-retour et d'empêcher la recentralisation que nous voulons inscrire au niveau constitutionnel. La loi organique aura également des éléments à apporter, notamment s'agissant des études d'impact, qui aujourd'hui sont largement vidées de leur substance, qu'elles puissent se prononcer sur l'effet sur les collectivités territoriales des législations que nous adoptons, et qu'elles puissent aussi, ces études d'impact, vivre dans le temps en obligeant le gouvernement à évaluer les lois et à revenir devant le Parlement pour présenter leur impact réel après avoir présenté les pronostics que l'on peut faire sur l'impact. Et puis, les propositions d'ordre législatif, c'est toutes les autres. Je ne rentre pas dans le détail, mais il me semble que tout doit cheminer ensemble et que c'est même essentiel pour le succès de la réforme. Il faut, à défaut de Big Bang, qu'il y ait tout de même dans notre pays une ère nouvelle des libertés locales qui soit explicitement ouverte. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur la Convention citoyenne qu'avec Jean-Marie Bockel, nous avons naturellement échangé. Oui, les propositions des 150 citoyens tirés au sort sont à la fois riches et intéressantes, et nous sommes tous au Sénat, notamment à travers nos expériences de mandats locaux. Moi, je l'ai vécu en étant un des pionniers des conseils de quartier et d'autres conseils consultatifs. Nous croyons, et nous croyons depuis longtemps, qu'en complément de la démocratie représentative, la démocratie participative, sous toutes ses formes, y compris les formes les plus actuelles, constitue un plus important. Mais nous avons, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai aussi, et je ne suis pas le seul, la conviction que la crise que traverse actuellement notre démocratie à travers le très fort taux d'abstention, y compris pour des élections locales, municipales, n'a pas comme solution l'effacement de la démocratie représentative. Au contraire, il faut qu'elle garde toute sa place, mais que la dimension de projet, de proposition, de leadership pour les mettre en œuvre doit contribuer à recréer la confiance. Et au niveau notamment des territoires, nos propositions vont dans ce sens, à la fois réenchanter, comme l'on dit, mais également donner du contenu à cette démarche. Ça servira aussi la crédibilité nécessaire en la démocratie représentative. Simplement, attention à ne pas réinventer des choses qui existent. Je rappelle que dans la loi économie circulaire, nous avons déjà traité, et la rapporteure, Madame de Cidrac, a traité clairement des choses qui font partie des conclusions de la Convention citoyenne. Sur l'affaire du reporting financier, nous avons déjà ce point traité en 2019. Sur la loi d'orientation des mobilités, le Sénat s'est particulièrement penché sur les questions de billettique. Et nous venons d'avoir un rapport sur le bilan carbone du numérique. Vous voyez qu'il faut, au-delà, peut-être que nous partagions tous plus collectivement. Et puis, il y a des sujets qui ne sont pas traités, comme le nucléaire, par exemple, et l'énergie non carbonée. C'est des sujets sur lesquels j'ai vu dans la conclusion de ceux qui étaient réunis, dont certains étaient venus me rencontrer, que quand même ils confiaient au Parlement et à l'exécutif. Et je crois que nous pouvons avoir la place
de la démocratie représentative, qui est une clé de voûte dans une démocratie sans opposer les uns aux autres. Alors, je vois d'autres questions. Alors, ici, d'abord, ici, là, je ne sais pas, qui... attendez, allez-y. Mais bon. Messieurs, j'ai deux questions. Stéphane Bugat, Le Télégramme. J'ai deux questions à vous poser sur deux volets de vos propositions, qui ne sont pas d'ailleurs vraiment surprenantes. La première concerne la réaffirmation de la pertinence de la clause générale de compétences. Alors j'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un risque de malentendu dans la mesure où ça confie potentiellement aux maires des responsabilités qu'ils n'auront pas les moyens d'assumer, alors même qu'on voit bien que la vraie difficulté aux yeux des administrés est de comprendre qui fait quoi et qui a le bon niveau de compétence. C'est ma première question. Ma seconde question concerne le concept de différenciation, que je distingue de celui d'évaluation. J'entends bien qu'il est à la mode, mais au fond, là aussi, n'y a-t-il pas le risque que différenciation aboutisse à une distorsion de l'égalité sur les territoires qui me semble être encore un principe républicain fondamental? Philippe. Merci, monsieur, de ces questions. La question des moyens de la commune et celle des compétences, évidemment, elles sont indissociables. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avancer dans la protection de la compétence générale de la commune sans avancer aussi sur le chapitre des moyens et également sur le chapitre des relations entre communes et communautés de communes ou d'agglomération. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nos propositions forment un tout, parce qu'il ne servirait en effet à rien, ou à pas grand-chose, de défendre la clause de compétence générale de la commune dans la Constitution si nous ne prenions pas, dans le même élan, des dispositions sur les moyens et sur les rapports entre communes et intercommunalités. Dans le domaine de l'intercommunalité, c'est très frappant quand on prend un peu de recul par rapport à un historique d'une trentaine d'années, de constater que tous nos systèmes, y compris financiers, ont poussé non seulement à la création de grandes communautés, mais aussi à faire en sorte que plus la communauté est grande, plus elle doit exercer de compétences. La crainte que la commune devienne une coquille vide dans ce contexte est réelle. Et par conséquent, pour les 30 années qui viennent, il faut réinventer l'intercommunalité par un rééquilibrage entre intercommunalité et commune, ce qui suppose que dans l'attribution des moyens, on cesse d'inciter à l'intégration la plus grande, mais qu'au contraire, on mette en place un système qui assure la neutralité des financements pour le territoire par rapport au mode d'organisation des rapports entre communes et communautés. Ça, c'est le chapitre des moyens. Mais, précisément, je crois que tant de maires, tant de communes voient leur responsabilité aujourd'hui diminuer au point que les habitants, mais vous le disiez vous-même, ne savent plus qui est responsable, au point que les maires n'assument pas les décisions de l'intercommunalité et désignent l'intercommunalité comme étant extérieure à la commune, alors que la commune est actionnaire de la communauté de communes en quelque sorte. Eh bien, ce processus-là était sans doute un point de passage nécessaire, mais il est allé trop loin et nous voulons le rééquilibrage. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre première question. Est-ce que Jean-Marie répond sur la différenciation ? Un Alsacien. Oui. Encore que Philippe aurait pu y répondre parfaitement, puisque nous avons beaucoup partagé, y compris avec le président, bien sûr, sur ce sujet. Je pense que votre question, enfin moi je la trouve vraiment importante. Nous avons rappelé d'ailleurs tous les trois notre attachement à l'unité nationale, notre attachement à un certain nombre de règles qui sont également une forme de respect de l'égalité entre les territoires. Ce qu'on veut éviter, alors qu'on passe progressivement de l'expérimentation à la différenciation, sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, y compris cher Hervé Marseille et dans notre groupe, comme dans d'autres groupes d'ailleurs, c'est d'éviter une différenciation au fil de l'eau. Et qui peut, à ce moment-là, à un moment ou à un autre, avec de la surenchère ici ou là, constituer un risque. Et je pense qu'un des intérêts aussi de notre travail, c'est de fixer
un cadre clair à la démarche pour qu'elle puisse se mettre en œuvre chaque fois que les conditions sont réunies, sans remettre en cause ce cadre. Et c'est d'ailleurs aussi une manière de donner sa juste place à la différenciation. Sinon, c'est le grand n'importe quoi. Et nous avons ça à l'esprit. Merci. On va essayer de donner des réponses plus courtes parce qu'il y a beaucoup de questions. François Gervais, Raison Politique, je vous pose une question de temps. Parlez bien dans le micro. Oui, le président de la République a dit qu'il souhaitait faire une nouvelle étape de la décentralisation. Il y a un projet de loi organique dit 3D. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas attendu que le gouvernement présente ces dispositions pour éventuellement présenter les vôtres et amender ce que le gouvernement peut faire? Parce que, pardonnez-moi, la démarche du Parlement, c'est pas simplement de voter les textes qu'on nous envoie en les amendant, c'est aussi de faire des propositions. Nous sommes législateurs et acteurs de propositions. Et que d'ailleurs, en matière de collectivité territoriale, c'est juste après le vote de la loi NOTRe que la commission des lois a mis en place un groupe de suivi des lois territoriales, auxquelles se sont succédés un certain nombre de collègues. Françoise Gatel, qui est là, pourra vous en dire un mot. Elle suit ça aussi avec Mathieu Darnaud aujourd'hui. C'est donc notre rôle. Mais le président, il a dit autre chose. Je vais renverser la table. Eh bien, nous lui disons, moi je lui dis, politiquement, chiche. Chiche. La compétence santé, la compétence emploi. Est-ce que c'est ça vraiment, s'engager? Et je crois qu'autour de ça, la compétence sociale pour les départements. Le président a dit devant les présidents de groupe, le département aujourd'hui n'est qu'un guichet liquidateur. Nous sommes d'accord. Eh bien, il faut que le département ait la plénitude de cette responsabilité et qu'il construise tout cela, d'ailleurs, avec communes et intercommunalités qui jouent un rôle social. Voilà. Et donc, nous sommes dans une attitude positive, attentive, en même temps exigeante, et je dis chiche. Monsieur Patrick Roger. Je m'inscris un petit peu dans la foulée de la question de mon confrère. J'avoue ma perplexité parce que j'ai le sentiment que au fil des crises successives, que ce soit Gilets jaunes et puis maintenant cette crise sanitaire, économique et sociale, il y a eu une évolution, un cheminement qui s'est produit du côté de l'exécutif. J'en prends pour témoin l'intervention du président de la République le 13 juin, avec une porte ouverte. Et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, qu'il y aurait des points d'accroche importants, des points de rapprochement importants entre vos propositions, ce qui est en train de mûrir du côté de l'exécutif, etc. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez prêt à un travail commun. Et c'est là que je m'interroge effectivement sur cette... en même temps, vous dites, nos propositions, c'est un tout, il n'y a pas à picorer dedans. Et nous avons pris de l'avance, nous entendons la garder. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une sorte de... déjà se mettre en position de concurrence avec l'exécutif, alors qu'il y a là des passerelles qui me semblent évidentes. Alors on va essayer de guérir votre perplexité. La deuxième des choses, je vais demander au président Bas de vous répondre, mais nous sommes un accélérateur, et pas qu'un accélérateur de particules, mais un accélérateur parce que, pardonnez-moi, jusque-là, je n'ai pas vu la verticalité encore s'inverser. J'avais envie de répondre un peu dans le même sens, que pour qu'il y ait concurrence, il faut qu'il y ait des compétiteurs. J'entends bien sûr les discours, mais nous sommes, nous, en train de présenter des propositions, elles sont sur la table. 3D, j'en entends parler aussi, mais je ne les ai pas encore vues. Tandis que nos propositions, vous les voyez. Et le Parlement n'est pas une institution qui devrait être à la remorque des initiatives de l'exécutif. Moi, je ne le vis pas comme ça. Je trouve que c'est dans notre rôle de représentation nationale, avec une discussion entre toutes les forces politiques du pays qui sont représentées dans nos assemblées, de faire des propositions. Ce n'est pas une compétition.
C'est une mission constitutionnelle. Je m'étonne qu'on puisse s'étonner que le Parlement fasse des propositions. Tout de même, la Ve République n'en est pas tout à fait arrivée là. D'autres questions, oui? César Armand, la Tribune. J'étais un peu aussi en rebond avec ce que vous venez de dire, messieurs les présidents. Moi, quand j'ai écouté le président de la République l'autre jour, j'avais l'impression d'écouter le président de la République dans sa lettre aux Français de janvier 2019, puis la conférence de presse post-grand débat national d'avril 2019. Toujours les mêmes phrases. Tout ne doit pas être décidé à Paris, il faut réorganiser l'État. Donc, franchement, est-ce que vous y croyez vraiment? Et même, si j'ose dire, est-ce que c'est pas un coup de com' avant les sénatoriales qui vont arriver très vite? Je vais donner à un homme de foi l'occasion de vous répondre. Alors, sur la référence aux élections sénatoriales, je vais vous dire la réponse est oui. Les élections sénatoriales sont un rendez-vous démocratique. L'ensemble des sénateurs de tous les groupes se retrouvent avec leur sensibilité propre, leurs différences dans cette démarche. Le président l'a rappelé. Toute personne qui a fait une campagne sénatoriale, ça nous est arrivé, fait état du travail de l'institution à laquelle on appartient. Et même par rapport aux gens qui nous écoutent, les électeurs, les élus, les maires, c'est premier avant l'étiquette politique que par ailleurs chacun a la fierté d'assumer. Et donc c'est très bien qu'il en soit ainsi, et c'est attendu. Et on attend que le Sénat soit force de proposition, et nous le sommes. Et d'une certaine manière, le chiche du président Larcher à l'instant, par rapport à ce travail, c'est qu'à un moment donné, on saisisse la perche, on propose de se mettre autour d'une table, peut-être aussi des députés qui ont fait des propositions, et qu'à ce moment-là, on rentre dans le concret de ce qui est possible, avec quel calendrier, de ce qui... Et ça, ce serait formidable. Et quand vous dites au début de votre propos, est-ce que vous y croyez? Mais bien sûr que nous y croyons et nous y croirons toujours. Mais parce qu'il y a l'amour et les preuves d'amour, nous continuons la démarche, comme a rappelé tout à l'heure le président et Philippe Bas, à travers ce dépôt de texte qui va en quelque sorte assurer notre esprit constructif. Bien, une autre question? Oui. Bonjour. Je voudrais vous demander comment on va s'y retrouver entre toutes ces propositions. Il y a donc les 50 d'aujourd'hui, il va y avoir les propositions de Territoires Unis, il y a vos propres propositions au président de la République, et même chose versant Assemblée nationale. C'est très simple parce que qui vote la loi si ce n'est nous en charge de faire la synthèse? Mais je donne la parole au président de la commission des lois. Non, le président vous a répondu, je crois. Abondance de biens ne nuit pas, et on verra ce qui nous permettra d'être le plus pertinent, le plus efficace. L'important, c'est que nous avons situé le niveau de l'ambition. Nous nous sommes montrés disponibles pour un travail commun. Ce dont nous ne voulons pas, c'est d'un enterrement de première classe, de la décentralisation de nouveau, en retombant dans les vieilles ornières. Et nous souhaitons naturellement que toutes les propositions dont vous faites état soient aussi audacieuses que les nôtres. C'est vraiment notre vœu le plus cher. Et ce n'est pas dans l'intérêt des élus ou des collectivités que nous travaillons. C'est dans l'intérêt des Français. C'est dans l'intérêt de la capacité de répondre à leurs besoins. Est-ce qu'on n'a pas constaté au cours de cette crise sanitaire que les collectivités étaient plus rapides, plus agiles, plus réactives pour apporter des solutions aux besoins? Eh bien, tirons les enseignements de cette crise et équilibrons les pouvoirs dans notre pays en permettant aux collectivités de faire ce que l'État n'a pas su faire ou ne sait pas faire. D'autres questions? Non? Je voudrais simplement peut-être en conclusion, parce que je vous garantis qu'on est déterminés, et dans notre diversité. Ça veut dire que toutes les propositions, je vois Éric Kerrouche ici, il a fait une proposition de résolution, je vois le président Retailleau, le président Marseille qui est ici présent, je vois d'autres groupes qui sont ici représentés. Mais les propositions de loi n'ont pas vocation à être sur une étagère. Elles ont vocation à instituer aussi une méthode. J'évoquais tout à l'heure, et il y a eu une contribution très très intéressante de notre collègue de la délégation aux Outre-mer, comme nous avons contribution de nos collègues des Finances et d'Alain Milon pour la Commission des Affaires sociales, et qui amène dans des propositions, mais qui va sans doute amener à plus que cela, parce qu'il y a eu une consultation absolument incroyable de l'ensemble
des exécutifs de ces territoires. Je voudrais peut-être en conclusion donner la parole à la fois à Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, mais ils parleront d'une seule voix, sur la méthode illustrative. Comment, en juin 2018, on vote une proposition de loi qui va en fait changer la nature et la profondeur d'engagement et proximité. Ce sera mon mot de conclusion, puisque je laisserai à Françoise Gatel, ça a été son rôle de sage pendant nos réunions, de soin de conclure. Je voudrais d'abord remercier le travail qui a été fait, vous remercier d'être présents nombreux et vous dire que ce travail il vient de loin. Et je vous rassure, on s'y retrouvera entre Territoires Unis, l'exécutif et d'autres associations. Mais si, ça traduit une vitalité. Et je dis que si on n'a pas une nouvelle génération de décentralisation, il manquera une des matrices essentielles si nous voulons redresser ce pays, lui redonner confiance et sortir de la crise morale dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas les élus parlent aux élus, c'est d'abord une question de citoyens, par rapport au territoire, par rapport à la proximité, et en essayant de ne pas opposer les uns aux autres, les citoyens de l'espace rural comme les citoyens qui habitent les métropoles. Ils sont des compatriotes et on doit apporter des réponses, et c'est autour de cela. Mais je cède la parole à la fois Françoise Gatel et Mathieu Darnaud qui parlent d'une voix, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. Merci Monsieur le Président. Oui, au travers de mon propos, j'associe Mathieu Darnaud dans mon propos. Je vous remercie, Président. Bonjour à tous. Alors, je voudrais à la fois, être la sage de l'Assemblée, c'est un exercice qui me paraît fort difficile parce que nous avons la troisième éminence en salle. Plus sérieusement, je voudrais dire que nous ne sommes pas dans la compétition ou la provocation, et c'est pas la surenchère de qui aura le plus de propositions et qui aura le meilleur. Je dirais juste que le foisonnement des propositions, le foisonnement des réflexions prouve une chose pour ceux qui en doutaient, c'est qu'il y a nécessité de faire bouger et de réfléchir à l'architecture de notre pays. Aujourd'hui, chacun le dit, on le répète, mais c'est une évidence, nous sommes dans un pays qui est fatigué, qui est fracturé, qui est plein de courbatures. Les élus sont épuisés par des réformes successives qui n'ont pas prouvé leur efficience, et nos concitoyens ne sont pas dans l'harmonie la plus totale. Et l'objectif qui est le nôtre, c'est ce qu'a rappelé le Président, c'est de faire qu'il y ait une action publique qui soit efficace, que les élus puissent assumer les compétences qui sont les leurs et que nos concitoyens, là où ils habitent, quel que soit leur âge, leur profession, retrouvent aussi les valeurs de la République. C'est simplement ça l'enjeu. Alors certains ont posé la question de la différenciation, c'est fracturer l'égalité. Alors moi j'aime beaucoup cette question, parce qu'effectivement on peut dire que si on accumule des exceptions de territoire, on crée des compétitions un peu délicates entre les territoires. Moi je ne le crois pas. Je crois bien au contraire que l'uniformité n'est pas l'égalité, mais que l'uniformité dessert l'égalité. Ce n'est pas en ayant des structures absolument identiques du nord au sud et de l'est à l'ouest qu'on va servir nos concitoyens. Et la preuve, elle est là. Je regarde mon collègue Michel Malgras, qui nous a beaucoup parlé des territoires ultramarins et de leurs spécificités. Nul en France ne viendrait nier la nécessité d'adapter la loi aux spécificités des territoires ultramarins pour que tous les habitants des territoires ultramarins soient égaux à tous les Français en droit et en liberté. La création de la collectivité européenne d'Alsace, est-ce qu'elle a fracturé la République? Je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence à agir parce que ce pays, il doit être remis sur pied. Nous avons des défis sociaux, sanitaires, écologiques à relever. Il faut que chacun joue sa place et que l'État, surtout, se contente avec excellence de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire exercer ses missions régaliennes et surtout assurer l'équité en permettant que les territoires soient aidés et soient facilités. On sort d'une décennie d'essorage financier dans les collectivités, de contraintes normatives qui nous ont paralysés, et aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle génération d'élus
assez remarquables, qui ont beaucoup d'idées, qui sont des inventeurs de possibles. Laissons-les faire, faisons leur confiance, accompagnons-les. Le pays se portera mieux et je pense qu'on retrouvera aussi dans ce pays un peu plus de concorde et de cohésion sociale. Et je crois que c'est un défi que nous devons partager et c'est le sens de notre contribution. Merci. Merci beaucoup à Françoise Gattet et à Mathieu Darnaud qui nous ont accompagnés dans ces travaux et merci à tous. Voilà pour cette conférence de presse que vous avez pu suivre en intégralité et en direct sur Public Sénat. Voilà, ces 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales sont présentées par le Sénat comme une réponse à la crise démocratique notamment. On va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard qui nous attend à la présidence du Sénat. Alexandre, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence de presse ? Eh bien, Tam, on peut dire que les présidents Larcher, Bas et Bockel ont défendu un véritable acte de décentralisation. Et parmi les propositions fortes faites par les sénateurs, il y a la question de l'argent, avec la règle qui décide paie, qui doit être selon eux inscrite dans la Constitution. Concrètement, cela veut dire que si on donne des compétences aux collectivités, eh bien, l'État doit associer des moyens à ces nouvelles compétences. Les sénateurs veulent également un moratoire sur la réforme des finances locales qui doit compenser la suppression de la taxe d'habitation qui a fragilisé l'autonomie financière des collectivités. Et puis le Sénat souhaite renforcer les compétences de ces collectivités territoriales. D'abord la commune pour qu'elle ne devienne pas, je cite, une coquille vide, pour que le département pilote un vrai bloc de compétences sociales, pour que la région pilote davantage la politique économique et la politique en faveur de l'emploi. Toutes ces mesures, elles vont se traduire par des textes de loi, des textes constitutionnels, organiques et ordinaires qui seront proposés par les sénateurs durant ce mois de juillet. Merci beaucoup Alexandre pour ce décryptage et bien nos invités sont toujours là sur ce plateau. Benjamin Morel, vous que retenez-vous de cette conférence de presse qui a commencé d'abord aussi sur les municipales, l'abstention et la crise démocratique? Oui, il y a en effet une volonté de pallier la crise démocratique. Après, on est tout de même face à un élément d'accroche, face à une conjoncture qui fait que, en effet, aujourd'hui, quand on a des enquêtes d'opinion, on en avait fait notamment une pour la revue politique et parlementaire, qui montrait que les Français ne comprenaient pas réellement le sens de la décentralisation aujourd'hui. Et qu'une réflexion sur à quoi ça sert la décentralisation, quelles sont les compétences assignées à tel niveau de collectivité est probablement une nécessité. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas non plus une priorité pour les Français. Ce qu'on peut retenir de cette conférence, c'est qu'en effet, il y a des propositions qui sont mises en avant. Après, est-ce que toutes ces propositions prospéreront? C'est plus compliqué. On voit très bien qu'il y a beaucoup, notamment, de propositions constitutionnelles. On évoquait tout à l'heure le calendrier, ça apparaît relativement compliqué. On a vu que la loi organique relative à la différenciation proposée par le gouvernement avait déjà été soumis au Conseil d'État. Donc on voit que le gouvernement a tout de même un calendrier en tête. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a tout de même des propositions, des avancées, notamment sur les compétences qui pourraient être déléguées, sur un certain nombre d'éléments permettant de donner plus de liberté. Et il y a les casus belli qui restent là, notamment sur les finances locales. Je vais vous faire réagir, mais tout de suite on va rejoindre Alexandre à la présidence du Sénat, car vous êtes avec le président de la commission des lois, le sénateur Philippe Bas. Et oui, Philippe Bas, j'ai une question sur les compétences de ces collectivités locales. Dans votre projet de décentralisation, quelle collectivité doit avoir quelles compétences dans les leçons tirées de cette crise sanitaire? C'est un des points de nos propositions. Nous voulons que là où l'État n'a pas réussi à être efficace, il délègue la compétence aux collectivités territoriales. Donc la santé. Pardon? Sur la santé notamment. Sur la santé, sur l'emploi, sur l'enseignement supérieur pour les régions, sur le social, avec les établissements et les services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, mais aussi pour l'enfance et la médecine scolaire, pour les départements. Et donc, vous voyez que l'idée, au fond, c'est un meilleur service pour nos concitoyens, qu'on part de cet espoir raisonné que la collectivité, parce qu'elle est proche des gens, elle va pouvoir, si on lui en donne les moyens, si ces libertés d'initiative sont reconnues, apporter un meilleur service dans tous ces domaines. Regardez la politique de l'emploi. Est-ce qu'au cours des dernières décennies, le fait d'avoir centralisé la politique de l'emploi comme on l'a fait a été efficace pour l'emploi? Et il suffit de regarder les chiffres, la réponse est non. Et donc on espère surtout au moment
où se développe une crise économique et sociale, que nous pourrons parvenir, par le renforcement des libertés locales, à rendre plus efficaces les services et les équipements pour nos concitoyens. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va vraiment réaliser un véritable acte de décentralisation? Est-ce que vous y croyez? Je l'espère. Ça n'est pas ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais je pense que les secousses qu'il a subies pendant la première partie de son quinquennat l'ont sans doute éclairé sur une meilleure compréhension de ce que sont les énergies locales, de ce que sont les initiatives locales, de ce que sont les forces vives du pays. Au fond, ce n'est pas parce qu'on est à la tête de l'État qu'on est tout puissant, parce que l'État lui-même a ses limites. Très bien. Mais nous sommes des rénovateurs de l'État aussi. Nous voulons que l'État puisse s'engager auprès des élus, alors que souvent les choses remontent à Paris. Très bien. La coopération entre l'État et les élus locaux. Exactement. Merci beaucoup, Je vous en Philippe prie. Bas, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre, Géraldine Chavrier. On le voit, ils espèrent d'Emmanuel Macron un nouvel acte de décentralisation, mais pour l'instant, les sénateurs n'y croient pas. Ils disent chiche. Oui, alors bon, on n'a pas de moyen de déterminer ce qui se fera effectivement. Je crois sincèrement que depuis plusieurs mois, on sent que les choses vont se faire. Simplement, il va falloir le faire intelligemment. On a des textes. La révision constitutionnelle, je crois qu'il faut oublier. On peut pas l'imaginer dans un délai aussi court. Il va falloir travailler beaucoup avec les lois organiques. Tout ce qu'on peut faire avec la révision constitutionnelle, il suffit de modifier la loi organique. Je pense à l'autonomie financière. L'autonomie financière, le principe constitutionnel de l'autonomie financière était bien parti. Oui. La loi organique l'a complètement anéanti. Et il va falloir changer. Tout peut être fait par le président Macron en travaillant sur les services administratifs. Le principal obstacle à la décentralisation, c'est les services des ministères. Parce qu'eux rentrent dans le détail de la norme, parce qu'eux ont des défiances à l'égard des collectivités. Avant de faire des textes, qu'ils voient chaque ministre, leur responsabilité administratif et qu'ils voient de cette façon comment ils peuvent évoluer. On va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard, car Alexandre, vous êtes maintenant avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur le Président, vous allez rencontrer Emmanuel Macron cet après-midi. Le Président de la République qui a l'air ouvert pour, je cite, libérer les énergies des acteurs de terrain. Vous lui dites chiche. Est-ce que vous pensez que c'est la fin d'un Président de la République jupitérien ? Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est jupitérien. Ce que je crois, qu'il faut que nous réfléchissions ensemble à inverser la verticalité dans ce pays. Tout ne peut pas procéder du pouvoir central. Autant le pouvoir central doit être très impliqué dans les questions régaliennes. Regardez aujourd'hui les interrogations sur la justice, le malaise de la police et de la gendarmerie, l'importance des relations internationales. Autant, si nous voulons conduire la relance, retrouver la confiance, faire face à un automne qui risque d'être socialement extrêmement difficile, il faut qu'on le fasse avec les collectivités territoriales. Vous savez, le premier vainqueur de dimanche, malheureusement, ça a été l'abstention. Mais en même temps, les Français, ils le montrent sondage après sondage, font confiance en leurs élus locaux, et particulièrement en leurs maires. Je crois qu'il faut qu'on saisisse cette chance ensemble. Et l'unité nationale pourrait se faire sur cette nouvelle génération de la décentralisation. Alors, ces propositions vont se traduire par 3 textes de loi, et notamment une proposition de loi constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que pour réussir cette décentralisation avec le gouvernement, il faut séparer la révision constitutionnelle territoriale et l'autre bloc de la révision constitutionnelle ? Le président de la commission des lois a annoncé qu'il déposerait les textes en même temps parce qu'il y a une logique. Relève de la Constitution, par exemple, il l'a dit, la compétence générale. Le principe qui décide paix. Et ensuite, la décliner par des lois ordinaires, on aura besoin de ce substrat. Une des préoccupations qui a marqué tous les groupes politiques ici, c'est qu'au fond, on ne soit pas dans la situation issue de 2003. Une volonté de décentralisation du président de la République, Jacques Chirac, 20 ans après la volonté du président Mitterrand. Et on a vu un État, une administration, une haute administration, en fait, reprendre d'une main tout ce qui avait été donné de l'autre. Et finalement, cette évolution constitutionnelle, elle n'a pas été traduite dans les faits. Jamais, et ça n'a pas commencé au printemps 2017, jamais la recentralisation n'a été plus forte qu'au cours de ces 10 dernières années. Donc il faut l'inscrire dans la Constitution. Dernière question, monsieur le Président. Le Président de la République est plutôt favorable à un report des élections régionales et départementales, notamment pour orchestrer la relance économique et cette réforme de l'organisation de l'État. Vous y êtes favorable également ?
Non, je suis pour respecter le calendrier, mais je trouve que tout est dans la réponse du Premier ministre fait devant nos collègues députés mardi. C'est-à-dire ? Il faut qu'il y ait un consensus, il a dit. Il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général majeur. Il faut bien sûr passer par la loi et sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Je crois que tout est dit. Ça fait beaucoup d'obstacles. Et en même temps, on nous parle de référendum. Alors, est-ce qu'une campagne référendaire ne perturbera pas autant qu'une campagne régionale et départementale? Allez, il faut qu'on se dise les choses. Je pense qu'en démocratie, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin pour retrouver la confiance et le respect du calendrier, sauf motif majeur, me semble être une attitude qui peut contribuer à cette confiance. Donc pour vous, il y a un petit peu de tambouille électoral ? Je ne parle pas des mots de tambouille, je pense qu'il faut qu'on joue l'intérêt du pays. Et vous savez, hein, je reçois à ma permanence jamais autant de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage, d'une formation par alternance. C'est aux Français qu'il faut répondre. Et ce n'est pas une affaire de cuisine. Et les Français, on les consulte. Ils votent ou ils ne votent pas. Retrouvons la confiance et faisons confiance à la démocratie. Et servir l'intérêt des Français avant tout. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre pour cette nouvelle réaction. La politique, elle n'est pas loin dans cette conférence de presse. On a parlé des sénatoriales, là on parle des régionales. Jean-Baptiste Forêt ? Oui, tout à fait, parce que le président de la République voudrait, selon un certain nombre d'indiscrétions, reporter les départementales et les régionales à fin 2022, c'est-à-dire à l'après présidentielle. C'est vrai qu'on attaque très très mal ce nouvel acte de décentralisation. C'est-à-dire que quand on démarre de la cuisine, on arrive quand même rarement très loin au final. Ça me fait penser aussi à ce qu'avait pu faire Nicolas Sarkozy. Enfin, il y a du Nicolas Sarkozy chez Emmanuel Macron dans ce tempérament parfois explosif. Et ça s'était mal terminé, en particulier ici même au Sénat. Hein. Il avait perdu les élections à la Haute Assemblée en 2011. Je ne pense pas que c'est de cette façon-là qu'il pourra conquérir même le cœur des élus locaux. Hein. Oui, on sent qu'effectivement, il y a de la tension entre l'exécutif et les sénateurs. D'ailleurs, Gérard Larcher a commencé son allocution avec une attaque au délitement de l'État. Écoutez. Crise après crise, les Français constatent aussi le délitement de l'État, incapable de se recentrer sur ses missions régaliennes, un État qui veut s'occuper de tout, régler tout, mais un État au fond affaibli et qui multiplie les freins aux initiatives des collectivités territoriales et qui persiste à vouloir imposer des règles uniformes d'organisation qui, au fond, concrètement éloignent les décisions des citoyens. C'est assez offensif, Benjamin Morel. Oui, mais Gérard Larcher nous a habitués aux conférences de presse à fleurer moucheté contre Emmanuel Macron. On se souvient notamment des vœux, etc. Donc oui, c'est un peu offensif. Après, on est dans la continuité d'une séquence politique qui a été celle du confinement, où on a vu les élus locaux, notamment les élus locaux LR, attaquer bille en tête l'État et le gouvernement, ce que d'ailleurs assez peu apprécié Emmanuel Macron, qui a senti peut-être un peu d'opportunisme politique. Donc après, en effet, on est dans une période de tension aujourd'hui entre le Sénat et le président de la République, qui est peut-être moins exacerbé qu'il y a quelques temps, mais qui est tout de même profondément ancré et qui renvoie également à ce que vous évoquiez concernant les élections régionales. Là, on a une vraie question qui va se poser. Parce que reporter des élections régionales en 2022, c'est les reporter dans la roue de la présidentielle. Il faut bien comprendre que du coup, celui qui emporte les présidentielles, potentiellement emporte les législatives, mais également les régionales et les départementales. Donc on a des présidents de région qui, à raison, peuvent se sentir menacés pour leur réélection dans une telle manœuvre. Par ailleurs, et comme le disait bien Gérard Larcher, on voit mal pourquoi, parce qu'il y a une crise économique et parce qu'on n'a pas fait à temps une loi qu'on voulait faire plus tôt, eh bien on devrait reporter tout l'ensemble des élections. Donc on voit très bien que le Parti socialiste a voté une résolution contre, que les Républicains également se sont prononcés contre ce report et que les présidents de région, dans leur grande majorité, sont contre. Arriver à faire un consensus là-dessus, c'est compliqué. Si Emmanuel Macron le veut vraiment, il va à la guerre contre le Sénat et contre les collectivités.
C'est dans ce contexte politique, électoral, qu'il faut entendre un certain nombre de phrases qu'ont pu prononcer tout à l'heure, notamment Philippe Bas, qui a dit la centralisation, c'est l'étouffoir des initiatives, l'asphyxie des libertés locales. Lorsque Jean-Marie Bockel a parlé aussi de l'insidieuse dynamique centralisatrice, et en disant, encore une fois, que le gouvernement en est seulement aux effets d'annonce avec sa loi 3D. Écoutez, de toute façon, tous ces termes-là, on les entend depuis 25 ans. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est vrai. C'est de plus en plus vrai. Je ne crois pas qu'on en soit qu'aux effets d'annonce avec la loi 3D, même si c'est vrai qu'elle a eu du mal à sortir. On l'a attendu, on entendait plus des informations sur la déconcentration, qui est, ceci étant dit, très utile, que sur la décentralisation. Mais moi, je crois vraiment, je ne sais pas, je suis peut-être excessivement optimiste, mais je pense vraiment que la décentralisation est en train de devenir un bien commun. Des tensions politiques, oui, puisqu'il y a des échéances politiques, mais gauche comme droite est absolument convaincue qu'il faut évoluer, et je pense sincèrement qu'il va se passer quelque chose dans les années qui viennent. L'obstacle principal, il sera toujours celui que j'ai énoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut évoluer, il ne faut pas modifier les textes, il faut changer la culture administrative. Il faut ne plus avoir peur de la fin de l'égalité. J'entendais ce journaliste expliquant que la différenciation, c'était la fin de l'égalité. Mais si son enfant passe un examen, qu'il est aveugle, il va trouver que c'est la fin de l'égalité si on lui donne un tiers-temps supplémentaire. C'est pas ça. La différenciation, c'est prendre compte des différences de situation pour avancer. Donc quand on aura mis fin à toutes ces vieilles lunes de la fin de l'égalité, de la fin de l'unité de l'État, on avancera en effet, et je crois qu'on avance sur ce chemin, oui. On avance en tout cas. Le Sénat a parlé tout à l'heure de nouvelles compétences, de nouvelles rétributions aux collectivités. On écoute. Nous voulons donner aux collectivités la pleine et entière responsabilité de compétences qu'elles nous paraissent pouvoir mieux exercer que l'État, parce qu'elles sont en proximité, parce que leur exercice pourra être plus souple et plus réactif. Par exemple, confier de nouvelles compétences, l'emploi et la santé notamment, le champ médico-social, mais aussi des compétences pour mener la transition écologique. J'ai fait mienne la formule que me donnait le président de l'Association des maires du Nord l'été dernier. L'écologie punitive venue d'en haut divise, l'écologie locale rassemble, mémoire aussi de ce qui s'était passé avec la crise des Gilets jaunes. Crise des Gilets jaunes et vague verte des municipales, important pour Gérard Larcher aussi, de rappeler que l'écologie, elle est déjà présente au niveau local. Oui, alors qu'elle est non seulement présente au niveau local, mais qu'on voit même que du point de vue des Français, il y a un échelon local pour les questions écologiques qui apparaît extrêmement important. Après, il faut également, alors on s'inscrit peut-être un petit peu en faux là-dessus, il faut également rester attentif à l'égalité, notamment sur ces questions écologiques. On voit qu'en effet, il y a des risques d'avoir des politiques à géométrie variable qui peuvent être très problématiques. Donc, il y a un rapport du FMI de 2014 qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement des politiques diverses sur l'ensemble du territoire, mais à condition d'avoir un État qui crée de l'égalité, ce que d'ailleurs ont dit les sénateurs, sinon vous créez comme en Espagne des collectivités prédatrices. Par ailleurs, sur la question de la différenciation, il faut quand même faire un petit peu attention. On voit très clairement que ce qui a été produit à travers des collectivités à statut particulier, c'est, et Jean-Marie Bockel l'a bien évoqué comme étant en danger, une potentielle montée du régionalisme. On a vu comment la collectivité unique de Corse a dynamisé le régionalisme en Corse. On voit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, notamment celle pour l'IFOP, que la collectivité européenne d'Alsace est en train de créer une dynamisation d'une Zerland. On a des études macro-statistiques faites par Massetti et Shekel là-dessus qui montrent que quand vous singularisez, vous créez une dynamique d'émiettement de l'État. Jean-Baptiste Forêt ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Benjamin Morel sur la différenciation. Emmanuel Macron promeut quand même une conception assez managériale en fait de l'action publique. C'est une sorte de décentralisation 2.0 sans fin. On ne voit pas le bout du bout de cette différenciation-là. On voit un clivage quand même apparaître entre Emmanuel Macron qui est très très allant sur ces sujets-là et le Sénat qui est beaucoup plus réservé et peut-être même
Édouard Philippe lui-même. Il ne faut quand même pas oublier qu'Édouard Philippe est un conseiller d'État. Donc la différenciation, je ne suis pas certain que ce soit un concept extrêmement en tendance du côté du Conseil d'État, même si sa position a évolué, mais si on s'en tient quand même à sa tradition jacobine. Et il a complètement évolué. De ces dernières décennies, ça mérite quand même confirmation. C'est lui qui a permis Géraldine Chavrier, il nous reste 30 secondes. Mais la différenciation, c'est pas ce qu'on croit. La différenciation, le Conseil constitutionnel l'applique depuis très longtemps. Le Conseil d'État l'a rendu possible ces derniers mois. Il ne faut pas avoir peur de la prise en compte des différences de situation. Il y aura toujours un État, parce qu'on sera toujours dans un État unitaire, qui adoptera une loi unique, un cadre général. Et c'est à l'intérieur de ce cadre qu'on veut juste donner un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir avoir des politiques plus efficaces, parce que calibrées à leur destinataire et à leur territoire. Et c'est ce que veut faire cette nouvelle réforme, je crois, le Sénat, comme le président Macron. Les libertés locales sont constitutives d'une république une et indivisible, a-t-on pu également entendre ce matin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.